Coucou mes petits chatons, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, Sirote ton podcast. Aujourd'hui ça va être Sirote ton petit thé. Et je suis en compagnie de Anaël qui va se présenter juste après. Et là on est dans un cadre un petit peu à la balinaise, hein. On a des planches de surf, on a aussi un truc qui nous rappelle qu'on est millionnaire en roupies, à Bali aussi. L'abondance financière en roupies. Voilà, donc j'ai rencontré Anaël il y a peu de temps et je vais te laisser te présenter parce que j'ai invité tout simplement Anaël, elle a une histoire atypique à raconter. Je pense que ça va vous intéresser. Donc Anaël, je te laisse te présenter. Déjà, bonjour Nico, c'est lundi matin, on démarre tout doucement. J'ai encore la crotte d'œil dans les yeux. Je viens de me réveiller perso. Tranquille. Donc moi j'ai 37 ans, donc je suis Anaël, je travaille sous le nom de Miss Atypique, donc c'est mon blaze artistique. Je mène différentes activités professionnelles, donc de la divination, du coaching. Voilà, bon, il y a tout un parcours qui fait que je suis arrivée jusque-là, mais en tout cas je suis très contente d'être face à toi ce soir. Et ben je suis ce matin. Tu vois, je t'avais dit que j'étais fatiguée. Et ben moi aussi je suis très content Anaël de te recevoir. Et en plus de ça, du coup Anaël, on s'est rencontrés en boîte de nuit et c'est vrai qu'elle m'avait raconté des choses qui m'ont un petit peu stimulé. Tout ça pour dire qu'en fait Anaël tout simplement, je vais laisser lui en parler après, elle est voyante et médium, donc c'est-à-dire aussi qu'elle voit les défunts. Et elle m'a dit qu'elle voyait personnellement moi mon grand-père paternel autour de moi qui me protégeait. Papy, si tu m'entends, t'as 3 fois. Il est là, c'est bon, il est avec nous. Papy, tout va bien. Et donc du coup, ouais, elle m'a dit des choses aussi que moi seul je sais. Donc c'est là qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit c'est pas du bullshit quoi, parce que certaines personnes pourraient croire que c'est du bullshit. Bon, moi je crois tout ce que je vois et franchement là avec tout ce que tu m'as dit, il y a des choses, il y a que moi qui peut être au courant, donc ouais, t'es quelqu'un dans le milieu. Donc moi j'ai une question déjà toute simple à te poser parce que ça reste quand même quelque chose d'original, même genre tout le monde ne voit pas les morts. C'est quoi la première fois que tu as découvert que tu voyais les défunts tout simplement? Alors la nuance, c'est que je ne les vois pas, mais en fait je les entends et je vois les scènes en fait où la représentation de ces personnes-là dans une scène du passé avec leur voix, leurs habits, mais en fait je ne suis pas dans la clairvoyance, je suis plus dans la clairaudience. Donc déjà je les entends. Ok, ça c'est la nuance. Après, moi quand j'étais toute petite, je pense que ça commence toujours comme ça, c'est-à-dire que quand j'étais dans ma chambre, dans le noir, j'étais effrayée à l'idée d'éteindre la lumière parce que j'avais cette sensation d'être toujours entourée. Donc j'avais même cette hantise de dormir puisque je sentais ces présences à côté de moi. Donc j'ai grandi vraiment avec ce spectre-là d'entité ou de peur tout autour de moi que j'ai refoulé puisque je ne pouvais pas en parler. Et la nuance, c'est que quand j'avais 17 ans, j'ai utilisé un pendule de fortune pour la première fois. À 17 ans? À 17 ans, pour demander les épreuves du bac. Donc à l'époque, on appelait ça le bac L, entre l'histoire et la géographie. Oui, moi j'étais le bac ES. Du voilà. coup, jeune dans l'époque des dinosaures aussi. Hein, ça n'existe plus tout ça. Oui, t'inquiète, je connais. On est de la même G. Et en fait, j'avais une bague, un collier, puis je me suis mise à utiliser un pendule. Et en fait, je n'ai jamais été éduquée là-dedans, puisque ma famille, elle est athée et on n'est absolument ni spirituel ni religieux. Donc voilà, ça arrivait de façon très sauvage. Et après, ça s'est révélé d'autant plus parce que j'ai fait donc la scolarité des Beaux-Arts, du moins pendant 7 ans, à Nîmes et à Madrid. Et toute ma pratique artistique tournait autour de l'invisible. Et donc les prix que j'ai gagnés en tant que photographe ou artiste plasticienne mettaient justement en scène des entités ou de l'invisible. Voilà. Ah ouais, donc quand tu dis que tu faisais ça aux Beaux-Arts, là, les entités invisibles et tout, toi du coup tu les entendais et tout, et tu faisais quoi? Tu les dessinais? Tu dessinais ce que tu ressentais, ce que tu voyais dans tes visions, c'est ça? Alors c'est un petit peu ça, dans le sens aux Beaux-Arts, en fait, on apprend différents
pratiques, différents médiums qui va du dessin à la photographie, à l'édition, à la sculpture. Donc déjà, les 3 premières années, en fait, tu apprends différents médiums et du coup, j'utilisais la matière pour traduire cette sensation-là. Donc en fait, après, j'ai choisi pour moi la photographie, donc l'écriture de la lumière, pour le coup, qui m'a permis justement de mettre en scène des lieux abandonnés. Alors, j'étais très passionnée par les endroits où il y a eu des meurtres. Du coup, je suivais beaucoup les faits journalistiques et j'allais dans les maisons ou autour des maisons et je travaillais avec le Polaroid pour mettre en image du coup cette sensation d'invisible. Et c'est vrai que j'étais appelée par cet instinct et à chaque fois que j'ai gagné un prix, c'est là où se révélait justement un instinct ou une sensibilité avec on va dire une entité ou un défunt qu'il y a pu avoir dans cette maison, quoi. Ah oui, mais donc du coup ça a été ta force aussi aux Beaux-Arts, ce talent. Mais là du coup j'aimerais revenir aussi sur quand tu étais petite, quand tu voyais, enfin tu as vu dès le plus jeune âge au final, et que du coup tu devais péter un plomb au début, tu devais te demander ce qui se passait. Est-ce que quand t'en parlais par exemple à ton entourage, tes parents, etc., ils te prenaient pas pour une folle. Ils se disaient pas genre ma fille elle est complètement tarée, faut l'emmener chez le psy. Parce que perso il y a plein de darons chez, ils m'auraient pris pour un fou, j'aurais dit ça. Moi mes parents ils m'auraient envoyé directement en psychiatrie et puis moi déjà j'aurais vu ça, j'aurais tapé une sacope par terre. Toi ça va, tu l'as bien vécu quand même ton enfance? J'en ai parlé à personne. Ah ok, donc c'était vraiment un secret que tu as gardé pour toi. Oui, c'était quelque chose que j'ai vécu avec moi-même, que j'ai refoulé puisque je suis aussi une cartésienne, d'accord, donc... Attends, ça veut dire quoi déjà cartésienne? Alors, la matière, tu vois. Ok, d'accord, ok. C'est-à-dire, c'est le matérialisme. Il y a les spiritualistes d'un côté et le matérialisme de l'autre. Donc, je crois ce que je vois, tu vois. Et donc, je suis quand même très attachée à la matière et il y a eu tout un combat interne pour accepter cela. Et je peux simplement dire que mon coming out spirituel a émergé, on va dire, il y a 2 ans avec ma famille, avec mon entourage très proche. Seulement il y a 2 ans. Ah bah voilà, moi mon coming out pansexuel, c'était il y a seulement 2 ans aussi, tu vois. Voilà. On a un point commun. C'est ça. Ok, bon bah nickel. Ouais, donc ça doit être, je sais pour moi au final, mais je me retrouve un petit peu dans toi parce que c'est vrai quand j'étais petit, je sais pas si j'avais des allusions ou pas. Ou si j'avais déjà cette petite part aussi. Aujourd'hui par contre ça je l'entends pas, hein. Je crois que je l'entends pas tout ça. Mais c'est vrai quand j'étais petit, j'étais dans la chambre avec mon petit frère, on dormait ensemble et des fois j'entendais taper à l'armoire et donc du coup je gueulais et mon frère je sais pas s'il entendait mais du coup ça le faisait gueuler aussi, donc du coup on gueulait les deux, on braillait tous les deux dans la chambre, tu vois. Mais du coup c'est vrai que j'ai eu des petits trucs quand j'étais plus petit. Je pense qu'aussi quand on est petit il y a des choses qu'on ressent plus et qu'on peut développer avec le temps. Parce que je sais que je me rappelle une fois je faisais une sieste et je sais pas encore si c'était mon conscient, mon subconscient, chose que tu vas revenir après parce que du coup tu vas expliquer tout ça en détail. Et du coup j'entendais, je me rappelle un coup j'avais entendu une voix de personne âgée, d'une personne âgée, tu vois. Donc mais après ça avec le temps ça j'entendais plus, donc je sais pas si j'étais juste dans mes rêves ou si j'étais bourré que ma mère elle me mettait de la vodka dans mon biberon de lait dès le plus jeune âge, d'où le fait qu'aujourd'hui je suis dans la fête, tu vois. Mais ouais, en tout cas je pense que c'est un truc que tu développes avec le temps et que c'est vrai que quand t'es plus petit t'as déjà des ouvertures, je pense. Il y a des prédispositions, c'est-à-dire que les enfants sont plus naturellement portés en fait vers cette dimension-là. Comme les animaux. Voilà, comme les animaux. Et puis après, quand on grandit, justement, on devient beaucoup plus analytique avec notre utilisation du cortex préfrontal qui est ici, où justement on se défait de cette part-là spirituelle et finalement seuls les irréductibles restent, ou les rebelles, ou les sorcières, n'importe le nom. Voilà la sorcière, elle est là. En fait, je lui ai pas dit, c'est pas un podcast aujourd'hui, elle est pas dans son podcast, je suis en train de lui faire un interrogatoire pour la foutre en place publique à Bali. Tu vas brûler comme Jeanne d'Arc, attention. Ouais, mais fais gaffe aux conséquences. Ah ouais, il y a des conséquences derrière. Parce que dans Game of Thrones, il y en a une sorcière, je pense, du coup ça m'a fait penser à toi. Elle se fait brûler justement, puis ça elle fait en mode vous pouvez me brûler, je vais résister et tout, au final elle finit juste brûlée. Fin du game, elle finit juste brûlée. Non ça va, je tiens à ma vie. Ok,
Et donc du coup oui c'est vrai que du coup oui, c'est bien que tu l'aies gardé pour toi. Au final c'était un petit peu ton jardin secret, parce que je pense aussi que moi les gens qui sont pas du tout connectés, ou même les parents, ils sont vraiment pour le coup très cartésiens. Enfin, je parle par exemple en connaissance de cause, mes parents, ils m'auraient pris pour un dingo, hein, je pense. Bien sûr. Déjà là, moi, ils me voient un peu comme, tu sais, ils en rigolent là aujourd'hui, mais ils me voient un peu comme la personne illuminée de la famille. Hein, genre mon père, il me regarde, tu l'es. Il me regarde, tu sais, des fois, je suis dans la voiture avec lui, tu sais, quand je vais les voir à Dijon, il me regarde et tu sais, il rigole, il se dit, et en gros, il me dit, dans sa tête, ça se voit qu'il voit que je suis dans un autre monde, quoi, tu vois, genre. Parce que tu vibres haut. C'est vrai, mais Voilà. il ressent quand même, tu vois. Il C'est ça ressent qui les est bien. vibrations, tu vois, genre c'est ce qu'il en rigole, tu vois, donc ça va, ça va. Et ok, et donc du coup aujourd'hui t'en as fait ton métier de tout ça. Voilà, en fait, initialement, moi, je suis professeure. Donc, Ok. du coup, Donc après, rien à voir. rien à voir. En Ok. fait, après les beaux-arts, j'ai continué donc ma pratique artistique dans l'art contemporain essentiellement. Et puis après, en complémentarité, puisqu'il fallait bien aussi gagner sa vie, Ouais. j'étais très portée par l'humain. Depuis toujours, je suis portée par l'humain de diverses manières. Et en fait, le professorat était utile pour moi. Donc, du coup, j'ai travaillé, on va dire, de la grande section jusqu'à la terminale, Ok. que ce soit en France ou en Colombie aussi, où j'ai enseigné. La Colombie, là où il y a beaucoup de gens spirituels aussi là-bas, non? Oui, mais en fait, toutes les terres finalement. Tu sais, Mhm. chaque terre a sa propre histoire spirituelle, il suffit juste d'aller à la rencontre. Donc voilà, en fait, c'était hyper intéressant pour moi comme expérience. Et puis, les 4 dernières années, là, je gérais un dispositif pour le Fonds social européen dans l'éducation nationale. Ok. Voilà, donc en fait, un poste assez important. Ma mission consistait à solutionner le décrochage scolaire. Et en fait, de là, je me suis posé des questions sur le conscient, le subconscient, l'impuissance apprise. Donc tout ce qui nous limite aujourd'hui dans notre vie quotidienne, tu vois. Et sous-jacent, la fameuse question de la loi de l'attraction qu'on entend parler partout aujourd'hui. Ah bah, il faudra que tu nous expliques bien Voilà. ce qu'est la loi de l'attraction. Ce qu'est la loi de Je pense l'attraction. qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions là-dessus et qui sont Énormément. intéressées. Énormément. Ouais. Et donc, en fait, il y avait vraiment cette étiquette donc, sociologique avec mon professorat, puis spirituelle avec ma pratique médiumnique que je continuais de façon souterraine, et artistique qui me permettait de manipuler différents médiums et de répondre à mes écritures personnelles. Donc voilà, ça a été tout un parcours. Et depuis donc 2 ans, j'ai quitté l'éducation nationale et je me suis émancipée, oui, en tant que médium, coach, enfin n'importe les étiquettes. Et je fais de l'hypnothérapie aussi. Donc du coup, voilà, je suis très heureuse de pouvoir être là à Bali, puisque c'était ma loi de l'attraction. Alors, ah oui, donc ça, c'était la loi de l'attraction. C'était en mode tu manifestes, c'est ça? Pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous regardent, c'est quand tu manifestes quelque chose. Par exemple, moi, je manifeste ça, je l'ai eu, tu vois, et là, je peux leur vendre et je peux être millionnaire. Là. C'est ça. Bon, avec ça, je suis millionnaire en roupies, hein. C'est du plastique. La loi de l'attraction, en fait, c'est un des plus grands secrets initiatiques qui existent depuis qu'on est Homo sapiens sapiens, hein, donc depuis des millénaires, dans le sens où, en fait, ça s'est transformé soit dans un dogme spirituel ou religieux. Bien sûr, il y a une coupure avec Darwin, hein, qui, du coup, a mis en place l'évolution des espèces, donc, on va dire, l'émancipation de la science qui a coupé toute relation avec Dieu, d'accord? Mais en fait, depuis toujours, on a ce pouvoir-là de manifester en conscience ce qu'on désire, d'accord? Ça, c'est réel. Après, il y a eu tout un versant New Age dans les années 60-70 où on te dit pense positif pour avoir du positif. Ouais, ça, c'est réel. En tout cas, pour ma part, tu vois, genre, c'est vrai que je me rendais pas compte, mais j'avais vraiment un éveil spirituel et c'est vrai que je pense énormément positif. Et c'est vrai qu'au final, quand tu penses positif, c'est là qu'il t'arrive aussi des bonnes choses, parce que je suis toujours positif dans ma vie. C'est ce que je disais pas plus tard à mes potes. Il y a jamais de malchance. Même quand tu penses que t'es pas chanceux, que t'arrive une couille, et il faut toujours penser positif et tu dis qu'en fait, cette malchance entre guillemets, ça peut se transformer en chance, tu vois. Genre, ça peut être un signe derrière de plus de positivité, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est réel, parce que quand tu poses positif, par contre, à contrario, si tu commences à avoir des pensées un peu négatives, je dis, parce que tout le temps, les gens ils disent, ouais, un tel me porte l'œil et tout, machin. Non, la plupart du temps, c'est toi-même qui te porte l'œil parce que tu penses négativement. Et comment
commence à être plus positif dans ta vie et tu verras que il y a personne qui te porte l'œil ou du moins genre même si on te porte l'œil ça va pas t'impacter, tu vois, si toi tu penses positif. C'est ça. Mais donc, tu sais, on appelle ça l'effet placebo ou l'effet nocebo. Donc le placebo, c'est par exemple une personne va prendre des antidépresseurs, on va lui dire que ce sont des antidépresseurs alors qu'en fait ce sont des pilules de sucre et finalement il va aller bien, tu vois. En fait l'effet placebo, c'est prouvé par la science. Je te fais croire que je te fais gober quelque chose et du coup ton esprit et ton corps va interagir par rapport à cette croyance. Et c'est pareil pour l'effet nocebo, c'est-à-dire que quand on regarde les informations aujourd'hui, on est dans une culture de nocebo, toujours de croyances négatives. Et forcément, il y a un impact sur notre corps, sur notre biologie cellulaire, tu vois. Et en fait, ce que je reproche un peu aujourd'hui, on va dire, dans le paradigme de la loi de l'attraction, c'est qu'on parle énormément en termes d'énergie, mais pas assez en tant que biologie cellulaire. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Je suis totalement d'accord. Et je pense que tu vois, ça, par exemple, c'est quelque chose que n'importe quel être humain est capable de faire au final. Exactement. Parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi, genre c'est la vie, c'est comme ça. Je pense que papa et maman ils m'ont bien formé depuis toujours, depuis tout petit. Je pense positivement. Des fois je me retrouvais au parc d'attractions ou au parc naturel avec les animaux, avec mes parents et tout. J'étais là, j'étais en train de bader. Je dis waouh, j'ai de la chance là, je suis avec ma famille, il fait beau, c'est un dimanche et tout, je suis avec les animaux. Et il y a d'autres personnes de mon âge, des petits de mon âge qui sont en train de vivre la guerre, qui vivent des catastrophes naturelles comme des cyclones, des tremblements de terre et tout. Et moi, je suis chanceux. Donc, c'est vrai qu'en fait, j'ai toujours eu ce côté positif en moi qui m'a toujours fait vibrer et toujours fait rêver depuis tout petit. Et ça se ressent. Ouais, et c'est ce que tu dégages. Ouais, et ça va être ta force. Je veux garder tout ça toujours. Je veux toujours être un enfant, tu vois. Genre, je veux garder ce côté enfantin. Je pense que ça, au final, dans la vie de tous les jours, je prends la vie avec plus de légèreté aussi, tu vois. C'est très important. D'où le fait qu'on sirote notre petite thé, tu vois, à Bali, à 10h. Alors en fait, je vais t'expliquer quelque chose qui est très important. Tu sais, dans ton cerveau, alors à la tienne. Hein. On va faire un petit peu d'ASMR. Donc dans ton cerveau, tu as le conscient et tu as ton subconscient. D'accord ? Le conscient, c'est la partie visible de l'iceberg et ton subconscient, c'est la partie invisible. Donc c'est la plus grosse partie au final. C'est la plus grosse partie et c'est là où tu as 95% de tes comportements journaliers. C'est là où tu as tes croyances limitantes, tes croyances positives, c'est là où tu as ton socle d'éducation. Donc ça veut dire que dans la vie quotidienne, on est dirigé par notre subconscient. Sous couvert qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour. Une pensée par seconde. Ah bah c'est pour ça que je dors jamais en fait. Je suis tout en train de penser. Genre, toujours en train de penser. Des fois, j'arrive même plus à dormir. Genre, mon cerveau il s'arrête jamais. Il pense. Je pense que je suis au-dessus des 60 000. Toi, tu penses pas mal. Je fais que de penser. Je m'arrête jamais de penser. Mais des fois, ça peut être aussi contraignant, tu vois. Parce que comme je te dis, des fois, 5-6 heures du matin, je suis comme ça, je suis en train de baver, regarder mon plafond. J'arrive pas à dormir parce que c'est vrai que je pense beaucoup, tu vois. Tu as de l'hyperactivité. J'ai beaucoup d'hyperactivité. Énormément, ouais. Je le sais, ça se voit. Énormément. Mais t'en fais une force, c'est ça qui est important. Alors aujourd'hui, c'est vrai que on va dire que mon hyperactivité, j'essaie de la mettre dans des choses, tu vois, genre j'essaie de la centraliser, tu vois, de la canaliser, de la centraliser dans des domaines particuliers que j'ai envie, tu vois, genre parce qu'en fait avant je faisais du judo, c'est vrai que je me défoulais beaucoup, tu vois, et après j'ai arrêté le judo, donc c'est vrai qu'il fallait que je compense par autre chose, quoi, tu vois. C'est ça en fait, c'est essayer de trouver nos faiblesses et d'en faire une force. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que j'utilisais dans l'éducation nationale puisque je travaillais dans un lycée qui était très difficile, avec beaucoup de décrocheurs. Et je me battais et je luttais contre les professeurs parce que vraiment, ils avaient un discours très limitant, vraiment d'impuissance apprise à dire tu feras rien dans ta vie, t'es une merde, etc., etc. Et en fait, ça, je l'ai entendu toute ma scolarité. Voilà, c'est ça. Au début, genre, quand c'était ma maman qui me faisait mes cours là, jusqu'en CM2, j'avais des très bonnes notes, j'avais 19,2. Mais comme tu me disais l'autre fois, il faut que je sois stimulé. J'ai jamais été stimulé par l'école. Mais écoutez pas les enfants, c'est très bien l'école. Mais pour moi, ça ne matchait pas. J'aimais pas rester assis sur une chaise à écouter un professeur qui parlait. C'est vrai que ça me stimulait pas du tout. Donc c'est vrai quand ma maman elle a commencé genre, à me laisser un peu vivre et tout, et puis me laisser faire mes choses, je ne n'ouvrais
j'aurais plus un cahier, je venais en cours sans sac, même pas une feuille, juste un stylo dans la poche. Et à la limite, c'était le maximum que j'avais au lycée, un stylo dans la poche. Et c'est vrai que du coup, les profs, en vrai, ils me détestaient pas parce que tu vois, genre, j'étais pas irrespectueux, mais j'étais même respectueux. Juste, je faisais le clown, tu vois. Il fallait que je compense que je gère mon hyperactivité déjà. Mais j'avais le judo aussi, donc ça me canalisait, tu vois. Je dormais des fois en cours. Mais c'est vrai que j'arrivais avec un stylo dans la poche, je branlais rien. Et le prof, j'ai un prof d'histoire géo, je me rappelle, il me kiffait, hein, mais genre quand j'étais pas là, il disait putain, j'ai peur pour l'avenir de Nicolas. Hein. Le bac, je sais qu'il aura, mais genre j'ai peur pour son avenir. Après, par contre, à côté de ça, il me disait le jour où il enlèvera son baobab de la main, qui coupera son baobab, il pourra faire des grandes choses. Donc, il me taillait, mais en même temps, il me faisait des compliments, tu vois. Genre, il voyait quand même un avenir pour moi, tu vois, parce que si j'écoutais que certains, je finissais à la rue, là. Hein, genre, J'adorais les cancres. J'adorais parce que. Ouais, c'est pour ça que tu me kiffes. J'adore les cancres. Ah, ouais, j'étais un cancre, voilà le mot. Tu vois, j'aurais pu avoir le bonnet d'âne au fond dans le coin, tu vois, genre c'est moi, tu vois. Genre. Mais je te rassure, je l'étais aussi. Mise en garde j'avais les mises en garde comportement, travail et tout. Genre, en vrai, je te mens pas, il y a des années, j'avais la totale, tu vois, genre fiche de suivi, j'avais tout, tu vois. Mais ça me stimulait pas. Ce qui me stimulait d'aller en cours, c'était mes potes et faire le clown, quoi, déjà, tu vois. Genre, mais c'est ça, et puis généralement. Profiter de la vie et de rigoler, en fait. Les élèves qui sont comme ça, ce sont les plus intelligents. Ah ouais, ouais, du coup, parce qu'en fait, il y a deux sortes d'intelligence, c'est ça? L'intelligence émotionnelle et l'intelligence plus... analytique, oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs formes d'intelligence, mais c'est vrai qu'on est dans l'éducation nationale, on est dans une intelligence académique, scolaire, analytique, sauf qu'il en existe plusieurs, et du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de décrocheurs. Hein, il faut être dans le moule, en fait. Il faut être dans le moule. Si t'es pas dans le moule, il nous faut comprendre que t'es une petite merde, tu vois, genre si tu rentres pas dans le moule. Et c'est vrai que j'ai jamais réussi à rentrer dans ce moule. Mais tant mieux, c'est bien parce que regarde, tu es là aujourd'hui. Oui, je suis bien valide. Voilà, on est là tous les deux. Aujourd'hui, je me suis habillé genre bien classe et tout, mais c'est vrai que la plupart du temps, je suis en claquette short à Bali. Hein. Ça fait 6 mois que je suis ici. Avant, j'étais à Ibiza. C'est vrai que là, le froid, je le connais plus pour le moment. Là, c'est bien. On est bien à Bali. On est trop bien en plus. D'ailleurs, tu me disais toi-même qu'il fallait que j'aimais ce côté nature, tu vois, genre qu'il fallait que je me reconnecte avec la nature parce que ce qui me faisait vibrer aussi. Et c'est vrai, quand je suis parti à Lombok, donc Lombok, c'est une petite île qui est à côté de Bali. T'as été d'ailleurs à Lombok? Non, bientôt. Eh ben, tu vas, je vais te dire que toi, tu vas énormément kiffer. J'ai adoré. En plus, c'était un peu donc, pour ceux qui connaissent Bali, le Bali d'il y a 10-15 ans, donc qui est moins développé, donc moins de touristes, et donc du coup, plus des paysans. Et c'est vrai, parce que c'est vrai qu'à Canggu, ici, pour moi, c'est un peu Playa d'Embossa et Ibiza. Si t'as jamais été à Ibiza, Playa d'Embossa, c'est là où il y a les plus gros clubs mondiaux. Avec il y a des restos, des fast-foods. Moi, ça me fait penser à Playa d'Embossa, à Canggu, pour ma part. Et c'est vrai que du coup, quand j'étais à Lombok, j'étais vraiment reconnecté avec la nature. Hein. J'étais limite un animal sauvage, hein, genre limite à manger des feuilles, à brouter. Je te jure, limite à brouter de l'herbe dans le jardin. J'étais vraiment genre en reconnexion avec la nature et même, je sais pas si toi ça te le fait. Donc là, on va me prendre encore pour un fou, mais de toute façon, genre maintenant on me connaît, hein, on sait que je suis un peu tarté du cerveau, mais je pense aussi que tu vas m'en parler d'ailleurs après de ça, là, la réincarnation. Les animaux, j'ai un truc avec les animaux, genre j'ai vraiment une connexion spirituelle avec les animaux. Quand je les regarde dans les yeux, ils me regardent dans les yeux, il y a quelque chose, que ça soit des serpents, des araignées. Les serpents, j'en ai vu que 2 fois dans ma vie, mais j'ai senti un truc aussi. Hein. Donc les serpents, les araignées, je me rappelle, il y en a une, je l'avais baptisée Mia, tu vois, à Lombok, elle était trop mignonne. Je te jure, elle était comme ça, elle était énorme. Hein. On l'avait foutue dans ma chambre, donc du coup avec mon pote Axel, tu vois, et c'était notre bébé. Et j'étais parti aller dans la péniche, et c'est parti dans la piscine. Je suis revenu, il n'y avait plus Mia, elle était partie. Et je te jure que j'avais un sentiment, j'étais à 2 doigts de pleurer. Je dis, Mia, t'es où? Et là, j'ai ouvert la porte et là, j'ai vu Mia qui a couru et qui s'est émancipée. Tout simplement, elle s'est émancipée, Mia. Genre, ça m'a fait un passement au cœur comme si c'était ma fille qui partait de la maison. Mais c'est vrai que, je sais pas, des fois, genre, là, à ce moment-là, à Lombok, en plus, j'avais coupé le téléphone et tout. J'étais vraiment en reconnexion avec la nature. Et c'est vrai que, avec les animaux surtout. Et d'ailleurs, c'est là que tu vas m'en parler, la réincarnation, parce que du coup, tu t'y connais sur la réincarnation. Et donc, du coup, on peut se réincarner en animaux, du coup, parce que pour moi, genre, quand je vois les animaux, j'ai l'impression de voir des humains, des fois. Genre, juste, ils parlent pas, mais ils parlent avec leur regard. Ouais, voilà, une âme. Il y a différents discours dans la réincarnation. Alors, moi, je n'ai pas de vérité. Je suis certaine, cependant, de par mon métier, que, en fait,
la mort n'est qu'un passage, donc c'est-à-dire on a un véhicule qui est le corps, mais après l'âme continue d'exister dans une autre fréquence vibratoire. Après cette question de réincarnation vis-à-vis des animaux, il est dit pour certains qu'en fait c'est vraiment la notion d'évolution, de réincarnation. Tu commences d'abord en étant un animal et après tu continues si tu veux à échelle humaine. D'autres séparent vraiment la réincarnation animale et la réincarnation humaine. Moi je n'ai pas encore de vérité là-dessus, je parle simplement en termes d'âme. Mais oui, ce qui est certain, c'est de par mon métier aujourd'hui, je suis convaincue qu'on est entouré de défunts, mais que ce soit des animaux ou des humains, et qu'en fait, depuis, je n'ai plus du tout peur de la mort, quoi. Et bah justement, c'est ce que j'allais dire aussi. Puis d'ailleurs, j'étais sur mon scooter tout à l'heure parce Merci. que, avec plaisir, sirote ton thé avec grand plaisir. Genre, j'étais sur mon Gojek et puis du coup, je pensais déjà à notre podcast. Ça fait un moment que ça fait une semaine, 2 semaines qu'on devait se prévoir et du coup, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Et c'est ce que je me disais aussi, et c'est ce que je me dis depuis tout petit. Je n'ai pas peur de la mort. Mais c'est vraiment un truc genre comme si j'étais déjà... je sais que j'avais déjà un éveil spirituel déjà depuis tout petit, mais je n'ai pas peur de la mort. C'est-à-dire que ça fait partie de la vie. Genre, ça, tu me le confirmeras. Mais on a déjà notre date... on a déjà notre date de décès qui est programmée. Qui est programmée, voilà. Oui. À part si malheureusement tu décides toi-même de mettre fin à tes jours et tout, mais normalement, tu as une date programmée. Tout à fait. Donc, ça fait partie du cycle de la vie. Tout à fait. Et pour moi, oui, physiquement, tu n'es plus présent. Et d'ailleurs, comme tu dis, on peut se réincarner. Mais par exemple, je sais que même moi, demain, je suis plus physiquement ici. Je crois que j'aurais même pas envie de me réincarner si j'ai la possibilité. Comme ça, en fait, j'aurais juste mon âme qui est un peu partout. Si j'ai envie d'aller être proche d'un tel que j'aimais beaucoup. Dans le champ de l'amour. Voilà, c'est ça. Et donner un peu d'amour à tous ceux que j'aimais et tout. Et ben moi, tu vois, genre, j'ai cette liberté que j'aime, que j'ai toujours aimé, dont le fait que je n'ai jamais aimé l'école, pour le coup, tu vois. Et le fait que je suis là aujourd'hui et tout, j'aime cette liberté. Voilà, je l'accepterai. Je n'en ai pas du tout peur, en tout cas, de la mort. Et je sais que derrière, je pourrais, de par mon âme, me faufiler un peu partout et donner mon amour à mes futures générations. Coucou, Nico. Voilà, coucou, c'est moi. C'est moi. Je suis encore là pour vous casser les couilles. Je suis pas mort, les gars. Je continue à vous emmerder. Mais voilà, donc oui, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. J'ai pas du tout peur de la mort. Plus à la limite de... si je peux m'endormir et jamais me réveiller, c'est parfait, tu vois, de vieillesse, parce que bon, il y a des souffrances, il y a des morts un petit peu de souffrance qui, tu vois, on parlait de Jeanne d'Arc, je pense que la pauvre Jeanne d'Arc, tu vois, elle a souffert, tu vois, en place publique. C'était pas facile, ouais. Mais ouais, je pense que, tu vois, genre là, tu sens, là, je veux dire, ça fait mal. Avant de passer à l'au-delà, je pense que t'as un petit peu mal. Mais c'est vrai que oui, c'est pas quelque chose dont j'ai peur. Et aussi, du coup, il y a un truc qui m'intéresse énormément, c'est l'hypnose. Du coup, tu fais de l'hypnose. Oui. Et donc, du coup, tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose. Alors, en fait, on n'est pas tous réceptifs à la même échelle. Ok. D'accord, donc simplement, tu veux qu'on fasse un petit exercice justement, t'inquiète pas, j'allais en venir. Moi, comme je dis, comme tu disais tout à l'heure, je suis très cartésien, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'une fois, on m'a testé, mais bon, comme je disais, je crois que c'était à toi que je disais, il y avait trop d'énergie autour, c'était dans un resto, et bon, il y en avait qui apparemment étaient réceptifs. Moi, pas du tout. Ou peut-être que j'avais pas envie de m'ouvrir, parce que aussi, pareil, oui, c'est ça. j'avais déjà vu une voyante à l'époque, mais si moi, j'ai pas envie de m'ouvrir, elle ne verra rien de moi. Si j'ai envie de m'ouvrir, elle verra quelque chose de moi, parce que moi-même je suis très ouvert spirituellement, tu vois, donc et donc c'est vrai que du coup pour le moment j'ai envie d'y croire, mais j'ai envie de le voir, tu vois. Écoute, on va essayer. En fait, pour l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Ok. D'accord. Donc là, toi et moi, on est en onde bêta. On est en onde éveillée, ok. L'idée, c'est que je vais te mettre en onde alpha. Donc, on va être un peu plus zen que ce que tu es déjà. On va essayer d'y D'ailleurs, mon petit frère, grosse pensée à mon petit frère, gros bisous. Quand on était plus jeune et tout, il me disait tout le temps... Putain, mais tu t'en bats les couilles de tout. Genre, tu sais, des fois, il serrait. Je sais pas si genre, il serrait parce qu'il en avait marre que je m'en foutais de tout. Ou si, justement, genre, il avait ce côté qui disait, putain, mais il arrive à s'en foutre de tout, en fait, mon frère. Tu vois, c'est vrai que, genre, je me stressais pas. Tu vois, genre, j'étais pas stressé, j'étais zen. Donc, ce côté-là, tu vois, genre, je veux le garder, mais pour toujours. Mais je pense que tu as moins de cortisol que la normale. Hein. C'est l'hormone du stress. Ah ouais. Écoutez, les gars, en fait, j'ai voulu avoir moins de cortisone, c'est ça ? Cortisol, tout simplement, parce que
j'ai envie de repousser au maximum les cheveux blancs et les rides. Et c'est vrai que les stress, ça aide pas. Voilà, c'est ça. Donc, ok. Donc, je pense c'est pour ça que Je m'en protège contre le vieillissement. Oui, mais tu as une facilité quand même à Oui, être c'est vrai. heureux. Ouais, bah oui, on est là, on est heureux. Oui. Là, ça me fait penser à Titanic, là, Jack qui dit on a de l'air dans nos poumons, on a de quoi respirer. La vie est un don et je ne veux pas le gâcher. Je me lève le matin sans savoir ce qui va m'arriver, qui je vais rencontrer, où je vais aller. Et franchement, je te mens pas, c'est ma vie, tu vois. Genre... J'adore tes références. Ah oui, Tout à l'heure, tu m'as sorti Harry Potter. Harry Potter, ouais, voilà. Sirius Black qui dit on a J'adore. tous une part de bon et de mauvais en nous. C'est à nous de faire ressortir la part qu'on veut. Et c'est vrai qu'on a tous une part de bon et de mauvais en nous, au final. Donc, c'est vrai que j'ai plein de petites références comme ça, cinématiques, de Beaux-Arts, La Joconde. Garnica, tu vois. Bon là je te sors des mots Garnica, je sais même plus ce que c'est. Picasso, voilà, c'est ça, mais ouais. Donc mais ouais, je kiffe trop, hein. Par contre tu me faut au musée du Louvre et tout machin, je peux rester pendant des heures, j'aime trop l'art. Oui, comme tu me disais que tu as fait les Beaux-Arts et tout, ça c'est un truc qui me plaît énormément. C'est mon premier vecteur. De toute manière, genre l'art et tout, moi c'est un truc qui me passionne et aussi qui m'apaise. Oui. C'est un truc qui m'apaise beaucoup. Et oui, on va en dehors des mots, parce qu'on est toujours en train de parler. Je ressens. Et c'est fou parce que tu vois, genre quand je suis au musée du Louvre, par exemple, ou autre musée, tu vois, là je cite le plus connu que tout le monde connaît, même les enfants, c'est à Paris pour ceux qui savent pas. Mais c'est vrai qu'en fait, je vois aussi, tu sais, je ressens les émotions et je ressens aussi quand la personne dans les années 1700, enfin les 17e, 16e siècle, parce que des fois ça date à cette époque, qui sont en train de dessiner et tout. Et je trouve ça fascinant en fait d'avoir des tableaux qui datent de cette époque, tu vois. Avec une mémoire. Mais tu sais, il est dit que les artistes, justement, travaillaient avec une intelligence spirituelle dans un état de conscience modifié, par exemple comme Mozart, hein, quand même, qui a fait des chefs-d'œuvre incroyables. Et plus ça va, et plus on se rend compte dans les recherches que ce sont des personnes qui sont connectées, tu vois, pour recevoir et être canal. Donc toutes les grandes idées, comme par exemple Tesla, hein, qui est un grand vraiment inventeur aussi. Donc ces personnes-là, si tu veux, sont connectées. Et c'est pour ça que j'aime l'art, parce que c'est une connexion, on est canal. Mais je pense justement que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui sont artistiques, qui sont dans ce domaine artistique, hein, au plus haut niveau, comme tu sais, comme genre des gens, il y a des gens de partout qui sont artistiques, hein, genre, tout à fait. Et ben ils ont cette intelligence émotionnelle, cette connexion spirituelle, et j'adore parce qu'ils sont deep, ils sont profonds, et puis tu peux creuser avec eux, t'auras toujours à raconter, quoi. C'est comme là, je peux te parler pendant des heures là de tout ton petit parcours métier, et du coup moi je voulais revenir aussi sur l'hypnose. Donc tu vas me mettre dans un, tu me disais on va essayer. En fait, l'idée, c'est déjà, je vais... alors, attends. Ok, donc on va décaler. Donc là, les gars, si je montre mon chibre, on n'est pas dans Frenchy Shore. C'est plus moi, je suis hypnotisé. Mais ça sera pas censuré. Alors, attends, que ça... Alors déjà, en fait, je veux voir comment tu es réceptif. Donc, tu vas... Est-ce que c'est bon? Tu vas mettre tes doigts comme ceci. Voilà. Tu fermes tes poings. Hop. Et tu mets tes doigts comme ça. Tu écartes. Ok. Tes doigts se serrent, hop. Ok, 1, 2, 3, 4, encore plus. Il se colle. Tu ne résistes pas, il se colle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ça y est, j'aimante. Voilà, je mets un boulon et hop, ils sont collés, serrés. Encore plus. Très bien. Et hop, ils sont collés. Et tu ne peux plus les décoller. Tu ne peux plus. Tu inspires, tu expires. Hop, tout va bien. Et quand tu vas me regarder, regarde-moi, ils se décollent. Hop, tout va bien. Voilà. Ah ouais, là j'arrive pas à les décoller là. Ouais, genre, je sais. Donc là tu peux me piger là comme ça, genre comme dans Harry Potter. T'as vu?
Totalis Patrivu. Ah ouais, putain, c'est un truc de fou ça. J'ai senti que tu as résisté, que tu avais j'essayais une part analytique. Ça t'a même stressé. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Là, j'essayais de dire non, tu vas pas réussir à me coller. Mais là, c'est vrai que ça, c'est un truc déjà que je faisais quand j'étais plus jeune. On s'amusait à faire ça avec mes potes. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc pour le coup, j'ai jamais réussi trop à résister. Hein, c'est une induction là que je t'ai faite. Mais tu es quand même résistant, donc tu n'es pas un sujet sensible. Ok. Puisque selon les personnes, soit je vais le faire en 2 secondes, soit ça va prendre plus de temps. D'accord. Donc, tu es un sujet qui résiste à l'hypnose. Ok. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, dans la façon de faire, donc, tu es droitier ? Je suis droitier, ouais. Ok. Donc, tu vas étendre ta main comme ceci. Ok. En fait, à 3, je te dirais de résister. 1, 2, 3, résiste. Ok, très bien. Lâche, voilà. À 3, tu vas dire « Je m'appelle Nico ». 1, 2, 3. Je m'appelle Nico. Résiste. Ok, on redit. À 3, je m'appelle Nico. 1, 2, 3. Je m'appelle Nico. Résiste. Ok. C'est bon. À 3, tu vas dire « Je m'appelle Marie ». 1, 2, 3. Je m'appelle Marie. Est-ce que tu sens la différence ? Tu sens que ton bras, il lâche ? Ouais, je sens que mon bras il lâche. Tu sais pourquoi il lâche ton bras ? Parce que, alors, je sais pas, parce que vu que je m'appelle Marie. Que tu t'appelles pas Marie. Que je m'appelle pas Marie d'ailleurs. et bah, du coup, j'ai moins de force d'un coup. Voilà, parce qu'en fait, ça, c'est un test musculaire, si tu veux. Okay. Je travaille avec ton subconscient. Et c'est là où il y a toutes les croyances. Tu sais que tu t'appelles Nico, mais tu sais, en fait, si tu dis que tu t'appelles Marie, mais que ton subconscient sait que tu t'appelles pas Marie, ton corps, il veut pas. On va recommencer, d'accord ? Tu vas voir. 1, 2, 3, je m'appelle Nico. Je m'appelle Nico. Résiste. T'as vu comme je force, hein ? Ouais. Ok ? Regarde-moi. 1, 2, 3, je m'appelle Léa. 1, 2, 3. Je m'appelle Léa. Tu vois ? C'est une dinguerie. Et ça, du coup, c'est parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand je dis je m'appelle Léa, mon subconscient, du coup, ton subconscient pense que du coup, je suis Léa. N'accepte pas. En fait, si tu veux, ton subconscient, c'est là où tu as... J'ai vérifié si j'ai pas de si j'ai pas de steak à pousser. Mon zizir. Ok, donc en fait, du coup, quand je dis je m'appelle Léa, mon subconscient, non, je m'appelle pas Léa. Et donc, du coup, ton corps ne peut pas mentir. Ok, d'accord. Et c'est comme ça, si tu veux, dans la vie quotidienne. Moi, je vois les vérités, les mensonges et les croyances de chacun par rapport au corps, juste en touchant le corps. Ok. Et là, on a fait juste un test avec ton prénom, d'accord ? Donc les mensonges, par exemple, ton mec il te trompe, il peut pas te mentir. Exactement. Il peut pas te tromper, genre. Il peut pas me mentir parce que selon l'endroit où je vais appuyer sur l'épaule, il y aura donc toujours on peut rien me cacher alors. Exactement, on peut rien me cacher, tu vois. Donc là, si t'as un rang qui t'a trompé, tu fais quoi là ? Écoute, ça m'est jamais arrivé. Oh bah ça va. Ou alors je suis pas au courant. On touche du bois. Ah bah là du coup ça marcherait plus là ton pouvoir de l'au-delà. Mais dis-toi que c'est ça qui est important et en fait là où c'est intéressant, c'est qu'après on va sur des croyances un peu plus formelles dans le sens je manque de confiance en moi ou j'ai confiance en moi ou je suis légitime d'être aimée. Et tu vois, moi je travaille là-dessus parce que si ton subconscient n'accepte pas d'être aimé, tu vois, eh ben, tu seras toujours dans des relations foireuses, tu seras toujours dans quelque chose d'un peu miteux, tu vois. Okay. Et donc, je travaille là-dessus. Pour l'abondance, que ce soit l'abondance affective, sociale, matérielle, ça permet justement de travailler avec ton subconscient. Et c'est ça mon taf. Ok, et bah d'ailleurs on va revenir sur l'abondance aussi. Donc l'abondance, elle n'est pas que financière, l'abondance c'est un tout, c'est comme tu disais le matériel, le sentimental, l'affectif. Donc en fait pour moi l'abondance ça regroupe tout. Oui. Tu vois, donc là on peut dire aussi aux personnes qui nous regardent, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je trouve aujourd'hui dans notre société actuelle, qui se refusent l'abondance sentimentale. Oui. En pensant qu'ils n'auront pas l'abondance financière et tout ce qui va avec, en pensant que le fait qu'ils se refusent à l'amour, alors que l'amour c'est la chose que même l'au-delà, le Dieu, c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse t'offrir, l'amour. Il y en a beaucoup qui se freinent là-dessus par peur en fait de ne pas voir éclore leur projet parce qu'ils sont en couple, alors que c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. Et justement, toi-même tu me le disais l'autre fois, ne te freine pas l'amour, tu es créatif, tu auras quelqu'un de créatif comme toi et ça va vous porter vers le haut. Mais justement, je pense que l'amour, pour moi, ça porte vers le haut. C'est la plus belle vibration qui existe. Et en fait, l'abondance, c'est une énergie. Tout est énergie, d'accord ?
Alors, tout est énergie, VS, avec la neuroscience. Tu as vu, moi, je travaille beaucoup avec la neuroscience et l'énergie. C'est là où fonctionne la complémentarité. Ok. L'argent, l'amour, l'abondance, c'est une énergie. Si as été éduqué, d'accord, en ayant manqué d'amour, notamment avant tes 7 ans, c'est là où tu intègres énormément de croyances. Quand tu vas grandir, tu vas toujours vouloir honorer cette croyance. Oh, c'est vrai. D'accord ? Donc, si tu manques, si ta figure d'attachement, elle a été défaillante avec toi, tu vas te rapprocher de figures amoureuses qui seront défaillantes avec toi pour répondre à cette croyance. Du coup, combler ces névroses. C'est des névroses, t'es névrosé au final. Alors, on a tous des névroses. Ouais. On est soit sur le champ de la névrose, soit sur le champ de la psychose, d'accord ? Ok. Mais en fait, par exemple, la notion de l'argent, si tu as grandi dans une famille où très pauvre, où il y a vraiment eu de la galère, où il y a une notion d'effort, ça va te limiter, si tu veux, dans cet accès à l'abondance. Ok. D'où la notion de reprogrammation du subconscient. Tout est lié au subconscient. Ok. Ok ? Est-ce que tu me suis ? Ouais, je te suis. Et en plus, d'ailleurs, tout ce que tu dis, genre, pour moi, toi, tu l'expliques très bien pour les personnes qui nous regardent. Parce que moi, c'est tout ce que je pense aussi, tu vois. Donc, c'est très bien que je puisse t'inviter aujourd'hui parce que tout ce que tu dis, c'est ce que je pense, mais plus profond. Enfin, où tu peux bien l'expliquer avec des mots. Donc, c'est parfait. Pour moi, c'est hyper challengeant d'être avec toi parce que je me cache beaucoup. Ouais, voilà, okay. J'ai un petit Insta, etc. Mais en fait, je sais que ça faisait partie de mon chemin d'être face à toi. Qu'à un moment donné, parce que je mène aussi des conférences en France, mais je suis très discrète et je choisis mon public. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur Instagram, que j'ai vu ta story. Ton public n'est pas le mien. Tu vois, ouais. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'en fait, à chacun son niveau de conscience. Je suis prête à recevoir les critiques parce que ça fait partie du game, comme on dit, tu vois. Ah oui, après, de toute manière, voilà. Je pense que c'est les critiques aussi qui nous forgent et qui... personnellement, je préfère les critiques. Tu vois, genre me dire que tout va bien, tout est parfait, tout. Tu vois, je préfère qu'on me taille et qu'on me dise ce qui va pas, tu vois. Parce que quand on me dit que je suis parfait, non, je ne suis pas parfait. Non, si je suis encore sur le chemin de la vie et tout machin et que j'ai encore plein de choses à faire, c'est qu'il y a des choses que je dois améliorer et tout. Donc c'est vrai que les critiques ça fait partie du game comme tu dis. Et puis les gens qui vont juger, tailler et tout, ça à la limite, j'ai envie de te dire. On s'en bat les cacahuètes, ça. Ben oui, puis en fait, chacun son niveau de conscience. Ouais, c'est ça. Voilà, les personnes qui auront envie d'en savoir plus, grand bien nous fasse, on les accueille. Et puis les autres, à chacun son évolution. Voilà, c'est ça. Moi, chacun son niveau de croyance. Il y en a qui ne croient pas du tout, mais bon. Mais tu sais que quand tu es prêt à décéder, finalement, la première chose que tu appelles, c'est Dieu. Tous. Et d'ailleurs, j'ai une question. Aujourd'hui, tu l'as pas, mais la dernière fois qu'on a fait une soirée ensemble, c'était une question que je voulais te poser et que j'ai oublié d'ailleurs. Donc là, ça me revient en parlant de Dieu. Est-ce que pour toi, c'est pas un frein à la religion? Parce que apparemment, dans la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, moi c'est vrai que je viens d'une famille plutôt chrétienne, mais pas pratiquante, donc je connais pas tout en large et en profond. Mais apparemment, c'est pas très bien d'être dans la spiritualité, même voir son astro et tout quand tu es chrétien ou quand tu es religieux. Religion d'ailleurs. Alors, on va dire les religieux dans le sens dogmatique, donc le dogme, l'interdiction, d'accord ? Moi, par exemple, je reconnais tous les prophètes, tous. Ok. Ils se rejoignent tous sur une pensée commune, d'accord ? Et après, il faut comprendre que le mot spiritualité vient du mot spiritu, qui vient du mot esprit. Okay. Être spirituel, c'est simplement câbler son esprit. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai lu à l'époque déjà du Moyen-Âge, ils étaient déjà comme ça et pourtant ils étaient religieux. Voilà. Je me suis dit au final, c'est peut-être pas... À chaque podcast, les gars, je rote. Ça, c'est le fait de siroter mon thé, ça. J'lâche mes petits rototos. Comme un enfant. Il est quelle heure? Il est 11h30, c'est l'heure du biberon de lait. Je rote mon biberon de lait. Chaque podcast, je vais le faire. Genre, il va sortir sur eux. Ok. Alors, si, en fait, bien sûr que dans la religion, ils interdisent d'aller voir des cartomanciens, des voyantes, etc. D'ailleurs, je vais dire la différence entre médiumnité et voyance, parce qu'on n'a pas parlé. Ok. En fait, la médiumnité, être médium, c'est être milieu entre le monde visible et le monde invisible. Ok.
Et en fait, donc, c'est là où je vais parler, où je vais ressentir le défunt et qui aura un message à faire passer pour le vivant, d'accord, pour celui qui est encore sur Terre. La divination, en fait, c'est différent parce que je travaille essentiellement avec un jeu de cartes. Donc, la majorité des gens aujourd'hui ont des oracles avec 50 000 dessins dessus. Non, moi, je suis vraiment à l'ancienne. Ma grande prêtresse, c'est Marianne Lenormand. Qui a travaillé pour Napoléon Bonaparte et Joséphine. Ça, j'aurais kiffé vivre à cette époque. Ah non, mais c'est dingue. Ouais, tu vois, c'est un truc au corps, c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer, de vivre à cette époque. Vivre à l'époque des châteaux de Versailles et châteaux, c'est un truc qui me fascine. Là, si je pouvais prendre une petite pilule pour aller à cette époque, je le ferais direct. Peut-être que tu l'as connu, hein. Peut-être que tu vivais à Versailles, qui faisait tes sauteries à Versailles, quoi. Ah oui. Ah bah oui, il y a bien moyen. Mais d'ailleurs, par contre, en revenant là-dessus, il y a moyen qu'avant, j'étais dans une prison où j'étais enfermé parce que j'ai trop besoin de liberté. Je déteste être enfermé, tu vois. Donc, il y a moyen que mon ancien moi, c'est possible. À l'époque où j'étais une autre personne, j'étais enfermé parce que je déteste l'enfermement. On a une mémoire. Il faut de la liberté, absolument. Donc ça, c'est un truc que j'ai depuis tout petit, que je me dis, ça se trouve, et je le pensais déjà quand j'étais petit, que genre j'avais une vie où j'allais être enfermé, ou tu sais par exemple même tu sais pendant la Seconde Guerre mondiale, tu sais des camps de nazis et tout, genre ça m'a toujours tu sais fasciné mais en même temps traumatisé, tu vois, genre toutes ces choses là, d'ailleurs, dont le fait que je te disais que j'aimerais bien avoir une personne qui a vécu cette époque pour qu'il m'en parle, parce que c'est un truc que j'ai l'impression que j'ai vécu en fait au fond de moi, tu vois. Je suis très fière de toi, Nico. Ah ouais? Ben oui, parce que tu sais, tu viens d'un milieu que je ne connais peu ou pas, tu sais, la télé-réalité, etc. Avec tout son versant que ça représente aujourd'hui. Et tu as énormément de capacités en toi et je sais que tu vas aller loin. Il faut juste que tu choisisses ton vecteur et les bonnes personnes. Parce que tu as beaucoup de choses à offrir. Déjà, la première chose que j'ai à offrir, c'est beaucoup d'amour. Voilà. C'est déjà beaucoup, ça. C'est ça. J'ai beaucoup d'amour à donner et beaucoup de fantaisie et de positivité. Mais tu as énormément à faire et voilà, il faut juste que tu crois en toi. Donc, tes projets-là, tu m'en as déjà parlé, oui, la semaine dernière, et je t'invite à aller au bout de ça. C'est un truc comme toi aujourd'hui, tu vois, qui me stimulerait, tu vois, d'avoir une personne comme ça en face de moi. Et donc, du coup, je te laisse continuer avec tes petites cartes, alors, parce que je t'ai coupé. L'avantage, en fait, c'est que donc, la divination, c'est, on va dire, une représentation hypothétique de ton futur. Ok. Alors, tout à l'heure, je disais que la mort était programmée, donc ça, c'est une de mes certitudes, même si j'aime ne pas trop en avoir. Par contre, on a plusieurs destins quantiques. Ok. Il y a plusieurs possibilités, selon tes croyances, selon tes limitations, selon les personnes que tu as rencontrées dans ta vie. Et en fait, mon jeu de cartes va mettre en lumière ton potentiel ou tes blocages. Ok, d'accord. Donc la divination sert à ça. Par contre, je suis contre et archi contre ces lives qu'on voit sur TikTok, où il y a des nanas qui font des tirages de cartes avec 150 personnes en train de regarder et qui vont mettre en place des généralités qu'on appelle l'effet Barnum. Faites très attention à ça, s'il vous plaît. Faites hyper attention, c'est du charlatanisme pur et dur. On ne peut pas, un tirage, c'est du one-to-one. Jamais du live, c'est vraiment du clic du putaclic. Ah mais c'est comme ça, c'est marrant que tu en parles, tu vois, on est très connectés quand même, parce que ça c'est un truc qui m'énerve, enfin ça m'énerve pas, tu vois, genre de voir ça, c'est juste pour les vues sur TikTok, de dire bon bah par exemple tel signe astrologique, vous aurez ça le mois prochain, mais frérot, genre on n'est pas tous pareils. Non, le pire Lionel Messi et Elon Musk ils sont cancer comme moi, Lionel Messi et Elon Musk ils sont milliardaires et moi les gars je suis juste millionnaire en roupies, hein, donc ça bouge pas, tu vois, donc on n'est pas les mêmes cancers. Non mais oui, c'est pour ça que oui, non, ça je trouve que c'est du bullshit. C'est une aberration. Mais le problème, c'est que ça réunit, surtout avec le Covid, là, il y a eu plein de pseudo-cartomanciens qui ont émergé. La cartomancie, c'est une vraie science. Déjà, il faut demander l'autorisation et il y a des années de pratique. Ok. D'accord ? Mais c'est vrai qu'en fait, ces personnes qui vont dire oui, il y a un brin qui va arriver dans ta vie, etc. Donc, c'est une relation toxique, blablabla. Et là, tu as 50 nanas en commentaire. Oui, c'est moi, merci. Mais c'est horrible parce que ça me dessert.
Mais moi, ce genre de pratique me dessert. Et puis d'ailleurs, pour en venir là-dessus, la plupart du temps, c'est comme, je pense, regarder tous les jours son zodiaque là, que les gens ils font. Au final, non, tu te renfermes dans ce truc. Là, t'as vu toi. Et en fait, je te mens pas, il y a des gens, il faut qu'ils se réveillent vraiment, qu'ils aient une vraie réveil spirituel parce que, en fait, en pensant regarder leurs signes, leur zodiaque là tous les jours et tout. Ils pensent qu'en fait ils sont là-dedans, mais en fait c'est eux du coup ils se freinent à ça. Par exemple, ils vont voir aujourd'hui, ils vont regarder leur truc, ça t'écrit tu vas avoir mal au dos. Tu vas te séparer aujourd'hui avec ton copain, bah, elle va faire quoi? Elle va inventer une histoire pour briser son couple quoi, genre elle va essayer de casser les couilles par tous les moyens pour que il y ait la rupture quoi, comme c'était écrit dans son zodiaque le matin. Non, c'est trop loin, ça va trop loin, genre c'est comme tu dis, c'est du one to one, chacun sa destinée, ses choix d'ailleurs, parce qu'il y a une destinée, mais il y a aussi des choix. Et voilà, et on a ce libre arbitre. Voilà. On a une part de libre arbitre dans notre vie. Mais ce libre arbitre, il va être efficace si tu prends conscience de tes croyances dans ton subconscient. Ok. 95% de tes comportements sont dans ton subconscient. On a 60 000 pensées par jour. D'accord. Je suis plus à 100 000 du coup. Toi, tu es plus à 100 000. Il est dit qu'on a à peu près la moyenne, c'est qu'on a 80% de pensées négatives, notamment en France, voire plus. Bah, et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Mais tu vois, c'est comme je disais à mes amis des fois, genre je dis je ressens pas forcément l'énergie autour de moi et tout machin. Mais en fait c'est les gens, moi j'avais beaucoup cette âme de sauveur avant en fait, que j'allais creuser le bon de chacun, parce que pour moi, comme dit Cyrus Black, on a tous une part de mauvais et de bon en nous, et donc c'est vrai que genre même un fou furieux comme par exemple Adolf Hitler, genre ce mec au final, genre j'ai vraiment fait quand j'étais petit, j'essayais de faire des études sur lui pour comprendre la folie de tout ce qu'il a pu faire pendant son élection là, quand il était au pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour moi c'était impensable en fait, c'était une folie, la folie humaine, mais je me suis dit tu peux pas naître comme ça, c'est pas possible. Donc en fait j'ai essayé de chercher ce qui a foiré dans sa jeunesse ou pour comprendre ce qui s'est passé en fait. Et c'est vrai que des fois quand je ressens des mauvaises énergies, c'est pas en mode la personne est mauvaise, tu vois ce que je veux dire, mais c'est juste qu'en fait comme tu dis toi-même, et ça je suis totalement d'accord avec toi, les Français ils pensent beaucoup négativement. Et à contrario, et c'est pas de leur faute, je pense que c'est la politique, tu vois, genre BFM. Arrête. Les gars, moi je fais pas de pub pour BFM, ne regardez pas BFM, toutes ces chaînes-là, c'est pour vous retourner le cerveau, tout ça. Faites votre vie, coupez tout ça. Franchement, comme tu dis, ça te donne beaucoup de pensées négatives, et derrière, en fait, tu te freines, ça peut te bloquer, ça peut te frustrer, ça peut te... Ça s'appelle l'épigénétique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une science, donc c'est Bruce Lipton, un biologiste cellulaire qui en a parlé, qui a fait ses premières recherches dans les années 70. C'est l'importance de ton environnement sur tes gènes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'épigénétique. 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 J'en aurais appris des mots aujourd'hui. Ce soir, je vais pas dormir con. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, Jim Rohn, il en parlait très bien, nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Voilà. Donc, si tu es dans un groupe de potes qui fument, qui se droguent, qui font de la merde, naturellement, il y aura un impact sur ton corps, ta biologie cellulaire et donc ta pensée. Ouais. En France, on est dans une névrose, on va dire, on est dans un collectif un peu malade, un peu stressé, on est sur cortisol à bloc. Ok. Donc, du coup, forcément, l'épigénétique va avoir... Ah, je suis pas assez proche du micro. On t'entendait plus. En plus, tu dis des choses intéressantes. Ouais. Donc, tout ça pour te dire qu'il faut choisir notre entourage. S'il vous plaît, j'ai un message à faire passer. Choisissez votre entourage. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Et c'est vrai, j'en parlais en plus là, du coup, avec un ami il y a 2 jours. Je disais, si ton objectif, c'est d'être sportif de haut niveau, entoure-toi de tous ces sportifs de haut niveau. Exactement. Que tu côtoies à l'INSEP, tu seras un des grands champions olympiques. Si tu veux faire beaucoup d'argent, entoure-toi d'entrepreneurs, de millionnaires qui vont aussi t'élever. Voilà, c'est une élévation aussi. On peut être fort seul. Mais on est encore plus fort en s'élevant avec d'autres personnes. Et c'est vrai que du coup, c'est exactement pareil pour tes amis qui sont positifs et tout, qu'on est toujours en train de rigoler. C'est vrai que j'ai toujours été entouré de personnes comme ça. Et c'est vrai que des fois, malheureusement, je tombe sur des personnes qui sont un petit peu plus négatifs
par exemple, moi, j'ai pas, par contre, j'ai cet esprit de compétition parce que, par exemple, j'étais sportif avant, j'étais judoka, mais c'est vrai que je vais pas écraser les personnes pour exister. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, du coup, qui pensent comme ça. Alors que je pense, pareil, que tu travaillais main dans la main et tout, et ben, on peut aller encore plus haut que justement de vouloir s'écraser pour exister. Parce que du coup, je viens aussi de, j'ai connu un petit peu ce milieu de la télé-réalité. Parce que en fait, je pense que la vie me met un petit peu tout ce que en fait, la vie, elle me met un petit peu tout ce que je veux, genre en mode, elle me place là, c'est pour que je fasse mon propre avis des choses. Tu vois ce que je veux dire? Très et bien. donc du coup, elle m'a mis dans la télé-réalité à un moment dans ma vie pour que je fasse mon expérience. Et c'est vrai, dans la télé-réalité, au final, il y a déjà un point négatif que je relève beaucoup, c'est que j'ai remarqué que les candidats, après c'est un peu aussi le but des télés, mais pas toutes, parce que les jeux d'aventure et tout, c'est là où on rigole le plus, et d'après ce que je vois un peu dans les extraits, c'est très très bien. Mais il y a plein de télés où au final, les gens ils veulent tout savoir. Leur lumière et tout, ils sont prêts à t'écraser, mais genre à t'écrabouiller quoi pour exister. Et ça, du coup, c'est dommage. Je trouve ça dommage, tu vois. Alors que je pense, tu vois, genre tu vois, là par exemple, j'ai Five, mais ça c'est notre groupe, tu vois. Et eux, on s'élevait ensemble, tu vois ce que je veux dire. Et il y a plein de, même j'adore le cinéma, je vois beaucoup de groupes d'acteurs qui font beaucoup de films ensemble, ils s'élèvent vers le haut, tu vois ce que je veux dire. Et c'est plus beau, c'est plus stimulant, tu vois. Seul, tu vas vite. À plusieurs, tu vas loin. Après, tu sais, chacun son apprentissage. Là, tu mentionnais la télé-réalité pour aller vers la lumière, d'accord ? Ce qu'on appelle un feu de paille. Ouais. Parce que si tu te sers avant de servir, tu vois la nuance ? Ouais. Si tu te sers avant de servir l'autre, il y aura toujours un retour du karma. Ah oui. La loi spirituelle, ou une des plus grandes lois que tu retrouves dans toutes les religions, c'est... moi, je fais que de servir. Moi, je donne, moi, je donne tout. Voilà, je donne ce que je trouve à mon cœur, tu vois. Genre, ce que je disais, genre... voilà, j'essaie de penser à moi aussi, mais c'est vrai qu'il y a un moment, je donnais tout dans ma vie. Alors, il faut faire attention. Ah oui, moi, pour moi, c'était un problème. Voilà. Moi, c'était un problème. Genre, mais ça part depuis tout petit, que j'avais un paquet de bonbons. Si tous mes copains voulaient des bonbons et que j'avais plus de bonbons dans mon paquet, c'était pas grave, j'étais content, ils étaient tous heureux, ils avaient leur moment, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, j'essaie d'être un petit peu plus égoïste parce que, genre, quand même, c'est les gens autour de moi, genre, plus ma famille qui me dit, tu donnes tout. Genre, c'est pas mal, hein, genre, mais tu donnes tout, quoi. Genre, pense aussi un peu à toi, tu vois. C'est pas tant que tu cherches à être égoïste, je pense que tu apprends simplement à penser aussi un petit peu à moi aussi, tu vois. Voilà, à mettre une limite. Mais après, voilà, tu sais, dans le karma, toutes ces personnes qui font des choses négatives, il y aura un retour. Après, moi, c'est pas ce que je leur souhaite, tu vois ce que je veux dire. Genre, moi, je souhaite jamais de mal, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette loi de karma. Attention, tu vas te transformer en fourmi en réincarnation. Tu vas être une petite fourmi. En ver de terre. En ver de terre, putain. Ver de terre, ça me plaît pas trop, tu vois. Genre, ça, c'est lent. Je préfère être un oiseau, tu vois. Il y a la liberté. Si je dois me réincarner en animal, moi, ce serait un oiseau, la liberté. Tu peux migrer de pays en pays en volant, c'est incroyable. Tu te réincarnerais en quoi, toi? En panthère noire. En panthère noire. Je passerai mon temps à dormir dans un arbre. Loin de voilà, chacun son kiff. Moi, je peux dormir en même temps, genre migrer de pays en pays si je veux. Trop bien, c'est trop cool. Mais et donc du coup, c'est quoi ce petit truc là Alors ça, c'est mon pendule. Alors j'en ai deux en fait. J'ai un pendule qui est lié aux questions de l'amour. Ok, donc un petit peu plus rose. Voilà, c'est du quartz, il est plus léger. Et on va dire celui-là, je vais l'utiliser des fois dans des questions un peu plus matérialistes de métier ou selon si tu as des douleurs par rapport à corporelles et mentales aussi peut-être. Mentales. Et je vais avoir une réponse. Donc en fait, le pendule, il fonctionne. Alors attends, on va voir, mais je n'ai pas pour habitude de l'utiliser en fait. Ouais, tu l'utilises pas beaucoup. Et normalement, en fait, si je l'utilise quand je suis seule. Donc là, tu vois, j'ai demandé un oui. Le oui, c'est quand il tourne comme ça. Voilà, et là, je demande un non. Voilà. Ah, putain. Il veut pas. Je sais parce que j'ai une pierre d'améthyste, des fois, elle bug aussi. Non, c'est surtout que... Ah si, ça y est, le non, il est là. Surtout que j'ai pas l'habitude d'utiliser dans ce contexte. C'est vraiment dans un contexte privé. Donc, en fait, selon l'orientation, si tu veux, du pendule, que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou son opposé, tu vas avoir une réponse. Voilà. Oui ou non, du coup, celui-là, il est plus léger. En fait, toujours
Donc là, le oui. Et le non, est-ce qu'il va me faire oui, voilà. Celui-là est plus sensible. Voilà. L'amour, tu vois. L'amour, c'est toujours plus sensible. L'amour, mais de toute façon, l'amour, c'est la vibration la plus pure. La plus pure, ouais, je suis d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, quand je parlais de Lionel Messi tout à l'heure, lui, on peut dire que c'est l'abondance. L'abondance avec le grand H. Ce mec, Ouais. il a été béni des dieux. Il a tout dans sa vie. Il a sa femme qu'il a connue avant de percer. Il y a des destins, ouais. Il y en a, voilà, c'est des bénis de Dieu. Il a connu sa femme avant de percer. Il est fou amoureux, ils sont encore ensemble. Il est milliardaire. Et surtout, il a réussi tout ce qu'il avait à réussir dans sa carrière footballistique. Donc, il a des enfants qui chérissent de ouf, tu vois. C'est un cancer. Les cancers, ils sont. Voilà. C'est très famille. Ouais, ils sont très famille. Donc, c'est vrai que lui, il a vraiment l'abondance avec le grand A, tu vois. Donc, lui, j'ai cette personne en tête, mais il y en a plein comme ça, tu vois. Mais il y a des parcours, mais tu sais, voilà, il faut vraiment regarder dans l'histoire du cinéma. Will Smith, il en parle beaucoup de la loi d'attraction aussi. Tu vois, Jim Carrey. En fait, il dormait dans sa bagnole, etc. Il avait signé un chèque de je sais plus combien de millions de dollars qu'il avait gardé dans sa poche en disant dans 3 ans, je reste somme. Et en fait, il a joué. C'est The Mask, je crois, à l'époque. Et finalement, il avait la même somme que ce chèque qu'il avait dans sa poche. Okay. Donc, si ça vous intéresse, regardez. Il fait vachement de vidéos sur YouTube. Il traite de la loi de l'attraction. Et c'est vraiment hyper émouvant parce que ce sont des personnes qui se sont émancipées par eux-mêmes en utilisant leur esprit. Ils sont émancipés comme ma petite araignée Mia, l'unbox. Mia, mon bébé. Dis que j'en pense encore. Je pense encore à Mia aujourd'hui. Des fois, je pense à Mia. Je suis avec mes potes, je parle de Mia. Oui, l'émancipation. Quand on comprendra que les animaux ont une vraie conscience, on le sait un petit peu, mais le jour où on en prendra vraiment conscience, on va se sentir très con de toute cette cruauté qu'on a. Mais je suis tout à fait d'accord parce que par exemple, il y a des gens des fois qui sont un petit peu genre, ils me disent pansexuel, ça veut dire que tu peux baiser avec des animaux, mais frérot, mais réveille-toi un petit peu, tu vois. Donc j'écoute même pas, mais ils comprennent pas. Et en fait, tu vois, genre des fois j'ai l'impression de parler à des moldus, tu vois, genre dans Harry Potter. C'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Ouais. Et pansexuel, tu peux très bien, ça veut pas dire que t'es forcément gay, tu vois, genre oui, tu peux aimer un homme comme tu peux aimer une femme, tu vois, genre parce que j'ai vécu les deux, tu vois, j'ai pu aimer un homme, j'ai pu aimer une femme, tu vois ce que je veux dire. Donc j'en suis et donc du coup non, mais c'est juste qu'en fait ces animaux, tu vois, genre ils ont une âme et ils ont un cœur, ils respirent au final s'ils sont vivants. Et donc du coup l'humain, ce que je déteste, c'est que tout ce qui est moche, il va l'écraser. C'est-à-dire que par exemple, je parle de cette araignée que j'ai rencontrée à Lombok. Et les Français voulaient l'écraser. Ouais, je sais. J'ai dit mais pas du tout là. Ils ont eu peur. Il y a du coup un gars de Lombok qui est venu la attraper avec ses petites mains. En plus, il était tout doux. C'était trop mignon comment il l'a prise. Elle était grosse, hein, l'araignée. Et donc, du coup, moi, je dis non, je l'avais dans ma chambre. Ils s'en veulent pas, eux. Moi, je l'avais dans ma chambre, tu vois. Et au final, mais non, mais c'est pas parce que, genre, nous, l'humain, on est moche qu'on va nous écraser. Genre, alors pourquoi faire ça avec les animaux? Comme tu dis, c'est cruel. Notre supériorité. Mais c'est cruel de fou. Juste parce que t'es moche que on va t'écraser. Moi, je trouve ça. On a les deux côtés, hein, l'humain. Tu sais, on est des êtres très foncièrement bons. Et mauvais, là, comme aussi. Pour moi, c'est un truc que je comprends pas. Genre, l'araignée, elle va pas venir te bouffer. Hein, genre. Mais ça renvoie à une peur profonde. Tu sais que les phobies réelles, en tant que telles, c'est la peur de la mort. Sous-jacent réellement, c'est la peur ça en fait, de la mort. c'est ça, ils ont peur de se faire, je sais pas, peut-être piquer par une araignée, mourir, se faire bouffer par un serpent. La peur de la mort régit notre vie. Combien de personnes n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort ou à sortir d'un travail? Alors c'est hyper caricatural dans ce que je dis, mais c'est vrai. C'est la peur de manquer, la peur de la mort, c'est quelque chose. Moi, je suis partie à Bali, tu vois. Mais c'est la peur tout court, tout court. J'ai quitté un poste dans l'éducation nationale, quoi. Oui, justement, c'est ce que j'allais te dire aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi en France. Et pourtant, Dieu seul sait qu'il y a souvent, j'en entends parler, qui me disent « Ouais, j'en ai marre de mon travail. Je suis en dépression, je suis en burn-out. J'en peux plus. » Et donc, du coup, je leur dis « Mais qu'est-ce qui t'empêche de quitter ton travail et de partir, tout simplement, hein, même à l'autre bout du monde, et refaire ta vie, rencontrer
des nouvelles personnes et voilà, de trouver quelque chose qui te stimule plus. Et souvent aussi, on me dit, ouais, mais qui va payer mon crédit maison, qui va payer mes factures et tout machin. Donc, c'est vrai qu'après, bon, bah, quand, pour moi, en tout cas, pour ma part, je trouve que en France, le moule dans lequel on nous a mis en mode, il faut avoir un CDI. Après, il y en a qui sont très bien dans les CDI, mais le fait qu'il faut avoir un CDI, qu'il faut avoir une maison, des enfants et tout, mais en fait, petit à petit, si toi, en fait, c'est pas ce que tu veux, et par exemple, c'est pas ce que je voulais, moi, au départ, plus tard, quand j'aurais réussi tout ce que j'aurais à faire. Mais là, si j'aurais fait juste mon petit CDI, qu'ensuite, après, j'aurais fait mon crédit maison et tout machin, bah, c'est sûr que j'aurais été de plus en plus menotté. Et là, du coup, comme je reviens à ce que tu disais, la peur aussi, du coup, de devoir de l'argent et voilà, d'être un peu. On construit notre cage dorée. Ouais, c'est façon. ça. Et puis en France, on a. C'est la prison dorée, du coup, en France. J'ai pas peur de le dire, moi, personnellement. Qu'après, chacun, moi, j'ai envie de dire. Chacun est heureux. Son paradis. Voilà, c'est ça. Le temps que tu trouves ton bonheur, c'est ce que je dis toujours, c'est le plus important. Et là, par exemple, il y a des gens qui me disent, moi, je suis trop heureux dans mon CDI. Je lui dis, je suis trop heureux pour toi parce que tu as trouvé ton bonheur. Par contre, au contraire, j'ai des personnes qui me disent, ouais, je suis pas du tout heureux. Et mon taf, il me stimule pas. Il y a que la paye qui me retient et encore. Et là, à ce moment-là, je dis, trouve ton bonheur. C'est ce qui va te rendre, le fait de trouver ton bonheur, c'est ce qui va te rendre vraiment heureux. Et ton bonheur, peut-être que tu vas le trouver à Lombok, dans une grotte, tu vois, genre, personnellement, moi, je sais que je peux trouver mon bonheur aussi dans la nature sauvage, dans mon hippie, hein. Je peux très bien, j'aime autant le luxe que ma vie de Pog, hein. Donc, voilà, tant que tu trouves ton bonheur, je trouve que c'est un début d'abondance. Pour trouver son bonheur, il faut s'autoriser à se poser de bonnes questions. Et à découvrir aussi. À être rebelle. Ouais, voilà, c'est ça, rebelle, découvrir être le rebelle, monde. ça veut dire quoi? Ça veut dire questionner la société dans laquelle on est. Ça veut pas dire je prends de la drogue, être rebelle. Hein. Être rebelle, c'est questionner la société et savoir si cela répond à mes besoins. Ouais. Et en fait, avant, on appelait la crise de la quarantaine. C'était des personnes qui se réveillaient, qui pétaient leur couple, qui pétaient leur baraque, qui pétaient... Voilà, ils disaient, j'ai toujours vécu pour les autres, jamais pour moi. Et ça, c'est triste. Du coup, on en revenait un peu à ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Ils cassent tout. Des fois, ils ont leur crise de la quarantaine, la cinquantaine. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Vaut mieux se poser des questions, mais je trouve que les jeunes sont de plus en plus éclairés. Et c'est ça que j'aime aussi, ouais. Nous, on a une différence, on a 10 ans d'écart, je crois. T'as quel âge, toi? 37. J'ai 25 là. Je suis sur mes 26 cette année là. Okay. Donc d'ailleurs, n'oublie pas de m'offrir un petit cadeau. Le 30 juin 1999, c'était mon année. Ouais, c'est 30 juin, c'est mon année. Ouais, je suis sur mes 26. Tu vas sur tes 26. On a 11 ans d'écart, quoi. Donc on a une génération d'écart quand même, dans le sens où moi, déjà, à mon époque, c'était normal d'être propriétaire. Donc moi, j'ai été en couple pendant 13 ans. J'ai eu cette vie-là. Comme je te disais, oui, c'était la suite logique de ce qu'on voulait nous mettre en tête. Mais moi, j'aimais déjà pas ça, cette idée de voir... j'ai eu le bac pour faire plaisir à ma mère, mais après, devoir faire des études, de trouver un CDI, je trouvais que je savais que ça allait pas me stimuler d'avance, tu vois. Donc, mais oui, du coup, vas-y, je te laisse continuer, mais c'est vrai que c'était votre... En fait, c'est pour ça que c'est important et je trouve que c'est chouette. Aujourd'hui, les jeunes, ils se posent beaucoup de questions. Juste, ils mettent l'argent trop au centre de leur pensée. Parce que si tu cherches les choses, si tu cherches à faire les choses pour l'argent, tu auras un retour du bâton. Il faut faire avec le cœur déjà. Il faut faire avec le cœur et mettre du sens. C'est-à-dire d'abord, fais quelque chose où tu y mets du sens. Et après, l'idée, c'est de ne pas vouloir faire de l'argent de suite. C'est de se dire, qu'est-ce qui me stimule, me fait plaisir. Et c'est dans ce faire après où tu vas aller vers une certaine vibration, abondance, rencontrer des gens, etc., etc. Mais quand j'étais prof et que les jeunes me disaient, notamment mes troisièmes, qui voulaient juste gagner du fric, je me suis dit que ça allait être compliqué parce que forcément, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour gagner ce fric, quoi. En fait, c'est ça. En fait, je vois vraiment là-dessus parce que du coup, en fait, il y a plein de gens genre que je vois autour, juste ils veulent faire de l'argent. Ils me disent, moi, je veux juste faire de l'argent. Ouais. Et c'est vrai que du coup, moi qui vois plus loin et tout,
Je dis, ouais, ok, mais genre, est-ce que tu as vraiment un truc qui te stimule? Par exemple, moi, tu sais, je travaille aussi à Ibiza Oui. maintenant, tu vois. Par exemple, moi, je te mens pas, le truc qui me stimule le plus dans ce taf à Ibiza, au final, c'est quand, par exemple, genre, je fais des vidéos et tout, qui peut être drôle, comme tu as vu sur Insta et tout. Et que, du coup, ce qui me stimule, c'est déjà de créer, en fait, sur les réseaux pour générer des leads comme ça, tu vois. S'il y avait juste un truc en mode, tu fais de l'argent, mais tu es un robot. Moi, tu me donnais un taf demain à 10 000 euros par mois, on s'est dit, je le prends pas. Ouais, pareil. Je le prends pas. Ouais. Genre, si ça me stimule pas, je le prends pas. C'est ça. Ça dépend le milieu, hein, ça dépend le contexte, mais genre, si c'est un truc qui me stimule pas, même si c'est 10, 15 000 euros par mois, je le prends pas. La notion du pourquoi. Ouais. Certains parlent de mission de vie. Mm. Voilà. Moi, je pars du principe qu'on vit plusieurs vies. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. Donc, on aura une version différente, nous deux, dans 5 ans, et c'est OK. Mais juste être aligné. Tu seras peut-être maman dans 5 ans, quand je te reverrai dans 5 ans. Ouais, peut-être, je me le souhaite. On aura le petit bébé, là. Il y aura la petite fille, ramener la petite fille. C'était dans quoi? C'était dans La Belle au bois dormant, tu vois. Genre là, ça me fait penser, tu vas te faire piquer à tes 16 ans, tu vas mourir. Si tu te fais pas embrasser par le prince charmant, tu seras là pour contrer ce contresort. Je pense que oui, ça fait partie de mes objectifs. Maintenant, j'ai construit ma carrière. J'ai expérimenté, j'ai voyagé et puis maintenant je vais aller vers l'amour. Donc je manifeste mon futur homme. Je te souhaite beaucoup Voilà. d'amour parce que comme tu dis toi-même, tu le répètes souvent, hein, même quand on trinque, tu dis à la vie et à l'amour. Voilà, et moi je suis tout à fait d'accord, à la vie et à l'amour, tu vois. Oui, l'argent c'est bien, mais il faut pas vivre que autour de l'argent. C'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, genre, tu finiras. Si tu, moi, ce qui me rend heureux, c'est justement genre, les choses qui me stimulent. Tu vois, c'est, là, je me suis levé ce matin, j'ai fait ce podcast avec toi, je suis heureux, moi tu vois aussi, ce que je veux dire. Très heureuse. Et demain, juste en vrai, je te mens pas, c'est que justement pas demain, genre, je gagne 12 millions au loto. Si ces 12 millions, c'est juste pour, en gros, les fumer pour la vie. Au bout d'un moment, ça m'ennuiera. Ça va m'ennuyer. Juste, ces 12 millions, il faudra que j'en fasse quelque chose de constructif qui me fasse stimuler, qui me stimule aussi. Dis-toi que c'était mon travail dans l'éducation nationale. Et c'est toujours mon travail aujourd'hui auprès des adultes, c'est de savoir qu'est-ce qui te stimule, débloquer les croyances, voilà, voir le meilleur en toi. Certains appellent la meilleure version de soi-même, mais j'aime pas trop cette expression, mais bon, on va dire une belle version de toi, ton potentiel, tu vois. Et ça, c'est mon travail et ça m'anime totalement. Quand je t'ai vu la première fois, dans un contexte... Je vois ton papy. Papy, si t'es là, tape 3 fois. My God. Mais en vrai, c'est marrant parce que bah oui, de façon à chaque fois très sauvagement comme ça. Si c'est hors séance, tu m'avais très en vrai quand mais en vrai, du coup, tu n'étais pas la première à Bali qui m'a parlé de ça, donc c'est vraiment mon papy, il doit être très proche de moi. Bien sûr. Il doit être très proche de moi et au final, je ressens qu'il y a quand même une très grosse protection. Je ressens quand même une très grosse protection parce que des fois, il pourrait m'arriver des dingueries. Je te jure que des fois, il pourrait m'arriver des dingueries, mais j'ai toujours protégé. Mais je suis tellement protégé que genre j'arrive toujours à me défaire de ces endroits un peu genre qui problématiques, tu vois ce que je veux dire, ou des situations, tu vois, genre c'est vrai que j'ai une protection, je le sens aussi. Mais dis-toi il doit être très proche de moi. La médiumnité, c'est flippant parce que moi, il m'a fallu du temps pour ne pas avoir peur. Tu vois, j'ai eu une consultante, j'avais rendez-vous avec elle, c'était en décembre. Et je lui avais dit, viens avec des photos. Elle m'a dit, bon, j'ai pas de photos, j'ai des bijoux. Je dis, ça, on verra, ça le fera, tu vois. C'est vrai, de toute façon, je ne mens jamais. Hein, mais je prends le bijou dans la main et j'ai une douleur qui remonte jusqu'à mon cœur. Vraiment. Ah oui. Donc ça te prend de l'énergie quand même, des fois, de faire tout ça. Je prends de la distance, tu vois. C'est pour ça que tu te limites, tu m'avais dit, à un client par jour. Ouais, voilà, jour. Donc ça prend quand même de l'énergie. C'est ça. Et tu choisis aussi tes clients. Alors, parce que du coup, il y a des gens qui ont quand même une énergie. Enfin, quand on le veuille ou pas, il y en a qui ont des énergies, genre un peu, comme on appelle ça, vampires. Tu vois ce que je veux dire, qui te puise ton énergie. Alors, tout ce qui est médiumnité, je ne choisis pas parce que généralement, ce sont des personnes qui viennent à moi et moi, je dois honorer cette mission. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plusieurs fois où c'est aussi du bénévolat, où je vais arriver chez les gens parce que voilà, l'idée, c'est de vraiment être dans un message. Et en fait, du coup, ce bijou-là, quand je l'ai pris, j'ai verbalisé cette personne est morte du syndrome du cœur brisé. Okay. Et là, ma consultante, elle s'est décomposée. Elle m'a dit, ma grand-mère est décédée d'une crise cardiaque en allant visiter la tombe de son mari. Ok. Donc, en fait, j'ai ressenti
la souffrance, tu vois, de sa grand-mère qui est décédée d'une crise cardiaque sur la tombe de son mari, quoi. Et de là, en fait, j'ai pu décrire sa grand-mère, ses tenues vestimentaires, ses fleurs préférées, etc. Et généralement, si j'ai ces images-là, c'est pour découler d'un message pour que toi, tu te réalignes dans ton vivant. Okay. En gros, si tu fais de la merde, je te le dis, tu vois. Ok, d'accord. Voilà. Ou s'il y a un secret de famille, ou si, par exemple, il y a une notion de culpabilité qui passe de génération en génération. Donc, en fait, je suis là pour soulager aussi, pour te permettre dans ton existence, toi Thérèse, de pouvoir mieux vivre et aller vers ton abondance. D'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment, voilà, j'y vais avec parcimonie, mais c'est assez dingue toutes ces histoires que j'ai eues par rapport à Et ben d'ailleurs, à la on parle, médiumnité. oui, justement, j'avais une question, je revenais là-dessus. J'avais une question à te poser, toutes ces histoires. Est-ce que tu as déjà, du coup, toi, tu es plus dans la clairvoyance? Non. Alors la clairaudience. La clairaudience, j'entends, est-ce que ouais. tu as déjà entendu du coup des défunts célébrités? Des grosses célébrités? Non, Non, jamais. je suis pas allée vers ce genre de choses. Juste, j'ai demandé l'autorisation à Marianne Lenormand, qui était cette grande voyante qui a travaillé pour Napoléon et Joséphine, tu vois. Elle, du coup, tu lui parles en clairaudience? En fait, oui, parce que tu sais, je fabrique mes propres cartes aussi, et donc Donc, juste pour rappeler aux gens qui nous regardent, cette femme a vécu à l'époque de Napoléon. de Napoléon et Voilà. tu es en contact dans la clairaudience avec cette femme, c'est ça? C'est complètement dingue. Pour Les gens, ils vont se dire, mon Dieu. C'est pour ça que je reste discrète. C'est simplement par respect, en fait. Dans la cartomancie, il y a tout un rituel aussi, c'est de demander de passer par Marianne Lenormand pour Ça me fascine. pour avoir l'autorisation de pratiquer son propre jeu. Ou, Ok. voilà, et du coup, mais elle a une histoire incroyable. Il y avait tout Paris qui allait la voir. Elle a été arrêtée par Robespierre. Enfin, elle a travaillé les stratégies avec Napoléon. Enfin, on parle d'une cartomancienne quand même. Hein. Ouais, ok. C'est un peu peut-être sa réincarnation au final. Je crois pas. Ah ouais? Je crois pas. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait que toi, tu es dans la clairaudience avec cette femme aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va dire, vraiment, je vais juste avoir besoin de son aide quand je vais vouloir réactiver un peu mon canal au niveau des cartes. Mais sinon, je n'ai pas de... Je ne suis pas allée sur le champ de la célébrité ou quoi que ce soit. Ok. Je programme de faire des médiumnités publiques. Donc ça, c'est, tu sais, tu as une salle, une conférence et les gens viennent avec des photos. Et puis moi, voilà, l'idée, c'est de pouvoir parler des défunts que je ressens par le biais des photos et faire passer les messages. Donc ça, ce sont des médiumnités publiques que j'avais prévu de faire ça en décembre à mon retour en France, mais j'ai pas eu le temps entre tout. Donc j'aimerais aller vers ce versant-là bientôt, puisque là, tu peux pas tricher de toute façon. De toute façon, tu peux pas tricher, mais voilà, quand tu es face à 50 personnes avec des photos et... Ouais, ok, d'accord. Ouais, et là, du coup, je vais revenir aussi sur un autre point, du coup, parce que c'est vrai que ça me fascine, cette histoire de médium, ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par la voyance et tout, parce qu'ils veulent voir leur avenir et tout, mais ça, d'ailleurs, la voyance aussi, les gens, ils se réfèrent que aux cartes, tu vois. Mais du coup, le médium, c'est un truc encore plus poussé pour moi, tu vois. Il y a la voyance et du coup, la clairaudience et clairvoyance. Et du coup, je parlais tout à l'heure, entre autres, à l'époque là, de la Seconde Guerre mondiale, parce que je te disais, je voulais inviter une personne qui avait vécu, par exemple, les camps d'Auschwitz. Il y a beaucoup, là, je vois beaucoup passer dans mes pour toi, des gens qui vont visiter les camps d'Auschwitz. Je sais pas si tu as été là-bas, mais toi, en tant que clairaudience, tu devrais entendre. Je sais pas si tu as été. Moi, j'avais été au camp de Struthof, du coup, en France. Je sais pas si tu as déjà visité un truc comme ça. C'est trop intense pour moi. Mais voilà, genre, c'est ce que j'allais dire, ça ouais. pourrait être trop intense en fait. Tu entendrais des esprits de partout. Ou pas, mais je pense que ce serait plus le malaise, les sensations. Ah oui, déjà rien que des gens qui sont pas peut-être moins ouverts spirituellement parlant, ils le disent qu'ils ressentent une énergie vraiment pesante. Alors toi, à ton niveau, je pense que ça te ferait quelque chose de très intense quand même. Hein. Déjà, moi qui est beaucoup moins ouvert que toi quand même, au final, je sais que ça me ferait quelque chose d'intense. Il faut que faudrait que j'organise ce petit voyage pour ma culture historique, quoi. Mais je sais aussi que c'est quelque chose qui me... il faut être prêt. Ouais, je pense qu'il me prendra aux tripes aussi, tu vois. Donc ouais, c'est juste... Vas-y, je te laisse. Non, mais la médiumnité, en fait, on a tous cette capacité. Moi, je considère pas que j'ai un don.
Bah, en fait, t'as quand même un don, parce que tout le monde ne l'a pas. C'est juste que, comme je te dis, quand on est plus petit, peut-être qu'on est plus ouvert. Et toi, du coup, tu as su travailler ce don, au final. Alors, je pense que j'ai des prédispositions. J'aime pas vraiment le mot don. Tu sais, par exemple, on peut tous être pianistes. Mais tu vas avoir un Beethoven. D'ailleurs, c'est mon rêve. Voilà. Juste, il faudra que je m'y mette quand j'aurai du temps et tout. Justement, ça fera partie de l'abondance quand j'aurai le temps de faire toutes mes petites passions. Et c'est vrai que le piano, c'est un truc que j'aimerais bien savoir jouer. Donc, on peut tous jouer au piano. Ouais. Mais après, tu as des prodiges. Ouais. Voilà. Donc, je ne considère pas avoir un don. Simplement, ma maîtrise du piano est peut-être un peu meilleure qu'une personne lambda, tu vois. Okay. Mais je me sens pas... C'est ça que je reproche beaucoup à Bali. En fait, je suis venue ici parce que j'étais appelée par cette terre et que je sais qu'il y a une raison et je comprendrai pourquoi plus tard. Mais en fait, ici, il y a tout un culte de la spiritualité en disant « moi, je sais ». Et toi, tu ne sais pas, mais tu vas apprendre avec moi. Avec une posture pyramidale de personnes qui sont vingtenaires, qui n'ont jamais, excuse-moi... Il y en a, ils se disent spirituels... ou chaman du jour au lendemain. 25 ans, 26 ans, même moi à 37 ans, j'ai du mal encore à concevoir que je peux avoir un rôle d'aidant, tu vois, d'aidante. Comment, enfin, un peu d'humilité dans notre parcours. Et je trouve aussi qu'on devrait être plus dans la co-création que dans ce business très pyramidal. Achète ma formation à 1 000 €. En fait, c'est un business, en fait. La loi de l'attraction, voilà. tu vois. Et ça Bali, devient comme le trading, en fait. Voilà, ou le breastwork, ou tout ces... Tu vois, n'importe qui va... En fait, mais il y aura un retour du bâton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec cette maîtrise-là. Simplement, un peu d'humilité dans cette pratique. Et moi, je commence à avoir certaines vérités. Je fais attention parce que je vais processer et que je dois grandir encore. Mais par contre, je ne suis pas dans cette posture de « moi, je sais, écoute-moi ». Enfin, tu vois, j'essaye d'avoir de l'humilité. C'est très important. De toute façon, partout, que ce soit n'importe quel domaine, que ce soit le travail, le sport, l'amour, il faut avoir de l'humilité. Puis, c'est ce que j'en parle aussi avec certaines personnes, c'est bien d'avoir de l'ego, mais il ne faut pas avoir non plus un ego surdimensionné, tu vois, parce que ça peut te briser, en fait, tout simplement, tu vois, genre ça peut te... Ah ben, de toute façon, il y aura toujours la loi de cause à effet. Hein. Ouais. C'est vrai que des fois, l'humain, c'est vrai qu'on a tendance à trop mettre notre ego devant. C'est bien, comme je te dis, c'est bien d'avoir l'ego, mais il faut savoir doser aussi, quoi. Faut doser. Faut... Mais même par rapport à la spiritualité, tu vois, ici, il y a des gens, notamment à Ubud, tu sais, c'est vraiment tout un microcosme où ils parlent qu'en matière d'énergie. Tout est énergie, on parle plus de Dieu, mais de l'univers. Enfin, c'est juste le vocabulaire qui a changé, mais c'est un dogme qui en remplace un autre. D'accord ? Simplement, c'est très important de se dire qu'il ne faut pas oublier que nous sommes faits de matière, de cellules, qu'on a une mémoire cellulaire et qu'on a des neurotransmetteurs et un cerveau. Comprendre son cerveau, c'est comprendre sa façon d'être et ça permet d'avoir un avantage sur sa vie. Ok. Donc pour moi, la force de la spiritualité, c'est mêler la spiritualité au matérialisme. D'accord. Et là, ça devient intéressant. Ok. Du coup, c'est pour ça que moi, les gens viennent me voir, c'est que j'ai ces deux versants. Tu vois ? Ouais, ok. C'est ça qui est important. Ok. Tu sais comment fonctionne ton cerveau ? Bah non, mais du coup tu vas me... non, tu vas me l'expliquer parce voilà, que c'est juste simple. que grâce à mon cerveau je peux bouger, je peux parler. Le cerveau, je sais juste que c'est le centre, c'est le moteur c'est tout ce que je sais. Mais après, ça va servir à tout le monde. En fait, là on a la colonne vertébrale. D'accord. Ici, le pouce, c'est la partie limbique, donc c'est le siège des émotions. C'est là aussi où tu as ton subconscient et c'est là où tu as tous tes réflexes automatiques. Tu manges, tu respires, c'est dans ta partie limbique, d'accord ? Okay. Là, je ferme mon cerveau, d'accord ? Et là, il y a le cortex, donc c'est là où on pense, d'accord ? Où on réfléchit. Donc ça, c'est toute la partie... Voilà, qui est ici. Okay. Et enfin, le cortex, du coup, préfrontal, c'est là où on est dans l'intelligence empathique, c'est là où on est dans la réflexion, dans la création. C'est, on va dire, la partie supérieure de l'homo sapiens sapiens dans notre réflexion, quoi. Okay ? C'est ce qu'il faut préserver au final. Tu sais, on parlait de drogue et tout à l'heure. Donc d'ailleurs, l'usage de drogue est mauvais pour la santé. Il faut pas en abuser parce que sinon ça te nique ta partie cortex, du coup. Et ben, ce qui se passe, par exemple, tu vois là où il y a le front. Donc, quand je suis stressée, okay. D'accord. Donc, quand j'ai un taux de cortisol plus haut que la normale, donc comme beaucoup de personnes en France, ou voilà, hop, en fait, on est déconnecté de notre capacité à réfléchir.
D'accord ? Et c'est simplement l'instinct de survie qui parle. Donc, on est toujours en situation de stress, etc. Donc, quand on est stressé, on n'a pas du tout la capacité à réfléchir, à rationaliser, à avoir de la mesure sur la situation. Donc, moi, mon travail aussi, c'est de ramener les gens tout doucement, d'accord, dans cette liaison entre le cortex préfrontal, le cortex et la partie limbique. Okay ? C'est comme ça que fonctionne le cerveau. Sauf qu'en France, on est comme ça, majoritairement. Et pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'en fait, initialement, le stress te servait à fuir un danger. D'accord. Le stress te permettait à fuir un tigre à dents de sabre. Ok. Tu étais hyper stressé, du coup, tu avais tout le mais là, sang. Je vois comment tu parles, parce que tu vois, genre, là, tu vas me parler du coup du stress. Je te laisse continuer, mais je te dirai mon analyse après là-dessus. Le sang, en fait, il va dans les jambes, d'accord ? Et tu fuis le stress et tu vas très, très vite, tu te mets à l'abri. Initialement, le stress nous permettait de survivre. Donc là, à ce niveau-là, le stress n'est pas une mauvaise chose. Exactement. C'est un instinct de survie. Exactement. Voilà, et donc du coup, là, tu vas revenir du coup au stress. Sauf qu'aujourd'hui, avec la vie qu'on mène, on est stressé H24. Et là, à cause de la société. Là, c'est plus un tigre qui vient nous dévorer, mais c'est... à cause de la société. C'est tous les trucs, tu parlais de politique et tout. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis très heureux. Je n'écoute pas la politique, je ne sais pas ce qui se passe. Bien sûr, il se passe des choses ouf dans le monde, mais en tout cas, en France, là, j'écoute pas la politique française. Parce que de toute façon, là, je suis plus en France, là, pour le moment. Et c'est vrai que je vis très, très bien. Je vis très très bien d'être déconnecté. Et les gens, c'est vrai, ils devraient plus se préserver là-dessus. Voilà. La politique, ça ronge le cerveau en fait. Ça te bouffe le crâne. Le stress. C'est anxiolytique au final d'écouter anxiogène, BF. Anxiogène. Anxiolytique, c'est pour prendre. Ouais. Les gars, j'invente des mots. J'essaie de faire le prof de français. Hein. Il y a toujours ma petite part. C'est très bien, c'est super. Mais du coup, ouais, c'est anxiogène et au final, les gens, ils écoutent tout ça et ils se stressent en fait. Ils se stressent. Tu sais, là, je vois sur Instagram, il y en a beaucoup du coup qui parlent d'une potentielle 3e guerre mondiale et tout. Il y en a plein du coup, ils deviennent anxiogènes avec ce genre de. C'est l'impact de l'environnement sur ta biologie cellulaire, d'accord ? Et vu que notre cerveau, c'est l'épicentre de notre vie, prendre conscience de ces hormones, de ces neurotransmetteurs, en fait, permet aussi de comprendre sa façon d'être. Donc, quand on a trop de cortisol, il y a différentes techniques. Ça peut passer par le sport, la méditation, la pleine conscience, la cohérence cardiaque et cérébrale. Mais c'est très important de faire baisser son taux de cortisol parce que ça attaque la croissance de nos cellules. C'est prouvé scientifiquement. Ouais, moi, de toute façon, je le ressens aussi. Voilà. Donc, Un chirurgien qui veut mettre un greffon dans un corps humain, il va injecter du cortisol pour éviter que le greffon soit rejeté. Okay. Donc, c'est prouvé scientifiquement que le cortisol, en fait, bloque la croissance de nos cellules. Donc, en fait, il faut vraiment prendre conscience de ces neurotransmetteurs, de ces hormones. C'est pour ça que je critique beaucoup la spiritualité ou les gens qui parlent que en matière d'énergie parce qu'ils sont déconnectés de leur matière aussi. Ah oui, il y en a voilà, comme tu dis, ouais, il faut faire un juste milieu entre le monde spirituel et le monde matériel. Hein. C'est ça, c'est ma force, c'est mon travail. Ouais, parce que oui, il y en a et ils sont... Et d'ailleurs, comme tu dis, ils s'inventent une spiritualité du jour au lendemain, ils parlent que de ça, ils sont complètement déconnectés après. Après, ça fait partie du process aussi. Du process, de leur chemin. Mais voilà, moi, je sais que je reçois des gens qui accompagnent des personnes depuis 5 ans, voire plus. Et quand ils viennent me voir, ils me disent « Waouh, mais je ne savais pas ça, je n'avais pas conscience. » Et en fait, il y a tellement de personnes qui accompagnent autrui sans avoir réellement étudié. Là, tout ce que je te raconte, et je synthétise vraiment dans les grandes lignes, mais c'est 15 ans de travail. Ah oui. Et j'ai écrit un livre que j'ai envoyé aux maisons d'édition l'année dernière, tu vois, enfin en décembre, donc j'attends le retour. Mais c'est 15 ans de travail. Ah oui, donc là, tu as écrit un livre. Ouais. Ah bah, je serais le premier à l'acheter, ton livre. Bah ouais, c'est trop intéressant, donc ça parle de tout ça. En fait, ça traite c'est une critique et contre-critique du développement personnel. D'accord. Parce que tu sais, le développement personnel, ça peut être aliénant.
En gros, c'est je veux toujours être mieux, toujours être plus. Donc, tu te regardes toi. Donc là, là, ça va devenir égo. L'ego Voilà. parce que ça, de toute façon, c'est un fléau, qu'on le veuille ou pas. L'humain, il est comme ça. On veut aussi toujours être plus et tout. Pour moi, l'humain est un éternel insatisfait aussi. Oui. Et des fois, j'ai l'impression qu'il a du mal à dire merci aussi à ce que la vie, la gratitude est pensée au présent, ce qu'il y a dans le présent, le futur proche. Exactement. Et c'est vrai que des fois, en fait, il y a beaucoup de personnes à qui je parle qui se bouffent la santé, qui se bouffent le cerveau en pensant à leur vie future, mais profite déjà de ce qu'on t'offre au moment présent, tu vois, il y a rien de plus beau. Voilà. Et c'est vrai que du coup, il y en a beaucoup qui passent à travers ça, qui vivent pas assez intensément le moment présent. Et moi, je vis intensément le moment présent. Et c'est vrai que des fois, instantanément, parce qu'au final, on est humain, et je me stresse pour le futur, mais des fois le futur loin. Et du coup, je me dis, mais non, mais attends, genre, fais comme tu fais d'habitude. Ici genre, kiffe, tu vois, maintenant. genre, kiffe ton ici et maintenant, tu vois. Et quand je suis tout seul, c'est très bien. C'est vrai qu'après, par exemple, quand il y a une personne qui rentre dans ta vie, quand tu commences à être en couple et tout, bien évidemment, que tu veuilles ou pas, tu commences plus à penser à deux. Et c'est vrai que du coup, ça peut te ronger le cerveau, tu vois. Alors que, justement, comme on disait, ça doit pas être un frein, justement, et plus une force d'être avec quelqu'un que tu aimes. Tout à fait. Mais après, c'est normal de traverser des combats quand tu te mets en relation, parce que relationner, c'est se confronter à notre propre mémoire traumatique. On choisit l'autre par rapport à notre figure d'attachement. Qu'on soit anxieux, évitant, ou si on a un style d'attachement fonctionnel. Mais c'est assez rare aujourd'hui dans notre société. Et en fait, l'amour aussi, c'est un vrai combat, parce que du coup, quand on est seul, on est dans le contrôle. Mais quand on se confronte à l'autre, ça réveille nos fragilités. Et c'est OK. Il faut l'accepter. C'est une fragilité, ouais, c'est OK. Et aussi, savoir aussi s'adapter. S'adapter. Et ça, c'est aussi un des plus... je pense que si tu arrives à t'adapter, c'est aussi un gros potentiel que tu as au fond de toi, tu vois. Oui, il y a des choses que, du coup, il faut peut-être changer, tu vois, quand tu es avec une personne. Mais c'est ce qu'il faut aussi, la beauté de l'amour, et ça te portera encore plus haut. Donc ça aussi, c'est bien de le mentionner, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, des gens de ma génération surtout, et je pense aussi plus jeunes, et pourtant, ils se freinent. Et pourtant, de notre côté, ils sont tristes, parce qu'ils veulent l'amour quand même. Ils savent, en fait, il faut lâcher prise. Ouais, il faut lâcher prise. Accepter que ce soit pas forcément facile. Et que c'est pas l'amour, c'est pas tout beau tout rose tous les jours aussi. C'est pas une science exacte, voilà, c'est de la communication. Après, voilà, il faut vraiment se connaître soi pour mieux communiquer avec l'autre. Et puis mener sa voile, quoi. Ah oui, c'est ça. Là maintenant, Anaëlle, on va faire le quiz de Sirote ton podcast. Oh là et tu là. vas voir que c'est pas un cadeau. Non. Alors là, déjà, je vais te mettre un petit bandeau. Je te mets un petit bandeau. Okay. Il faut pas que tu vois. Hop. Attends, t'es sûr que c'est bien mis, hein? Tu vois plus rien là? Non, je vois rien du tout. Bon, si c'est noir, c'est parfait. C'est que tu vois plus rien. Ok. Alors, mais oui, c'est pas marrant si on sirote pas notre jus. Ok. Alors, moi, c'est tout simple. Je vais te poser des questions. Tu vas me répondre, donc tu auras des choix de réponses. Si tu me réponds bien évidemment, c'est cool, c'est top. Mais si tu réponds faux, à ce moment-là, moi je vais rajouter des petits ingrédients dans mon jus de cocktail Sirote ton podcast. Est-ce que tu es prête? Donc on va parler un petit peu, on va rester dans le thème de bien sûr notre épisode. Donc la première question que je vais te poser, c'est en quelle année le premier médium a-t-il été enregistré officiellement? A, en 1800. B, en 1850. C, en 1900. Et D, en 1950. Répète-moi la question. En quelle année le premier médium a-t-il été enregistré officiellement? A, en 1950. 1950 1950. Alors, je te tiens à dire que tu as perdu. C'est une mauvaise réponse. Donc, tu vas avoir ton premier ingrédient. C'est bien, je vais apprendre des choses avec toi. Donc, voilà, tu vois, genre, on en apprend toujours, même dans son domaine, au final, d'après ce que je vois. Donc, premier ingrédient. Hop. Tu vas voir, c'est très, très bon. Hein. Je vais pouvoir le mettre en vente. Hein. Il va faire un carton. Deuxième question. Quelle est la ville française réputée pour ses phénomènes paranormaux? A, Lyon.
B. Paris. C. Rennes-le-Château ou D. Marseille. Jean-Pierre, je prends le 50-50. Lyon. C'est une mauvaise réponse. Donc je rajoute un nouvel ingrédient dans mon Où est-ce que fameux... tu as été me trouver tout ça sur ChatGPT ou quoi? T'inquiète, alors ChatGPT, je connais depuis un certain temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce truc. Mais c'est vrai, c'est ce que je disais à mes potes. Mais en vrai, genre ChatGPT, je l'ai dans ma tête, genre dès que je veux une réponse, je cherche par mon moyen de répondre. Mais c'est vrai que ChatGPT, c'est aujourd'hui le moyen le plus sûr et plus efficace. Mais non, du coup, genre là, j'ai fait mes petites recherches de mon côté. Donc là, je touille ce fameux cocktail qui... tu vas te régaler, hein. Franchement, je suis en train de jalouser ton cocktail, là. Ensuite, 3e question. Lequel de ces objets est souvent utilisé pour faciliter la communication avec l'au-delà? A. Pendule. B. Bougie. C. Planche de Ouija. Ou D. Pendule de cristal. Ouija. Ouais, donc là, je savais que ça, t'allais répondre, tu vois, genre, je t'ai fait des petits... je voulais te mettre quand même des petits... tu vois, je voulais pas non plus que t'enfoncer, tu vois, je savais que ça, t'allais répondre juste. Quoi. Et d'ailleurs, si tu veux me dire 2-3 mots sur la planche de Ouija, moi, je l'utilise pas. Ouais, c'est ce que j'entendais déjà depuis tout petit, ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter, oui. D'ailleurs, la planche de Ouija, parce que du coup, ça peut réveiller des mauvais esprits, c'est ça? Alors, en fait, c'est pas tant mauvais esprits, on va dire, ce sont des entités qui sont bloquées, qui sont pas allées vers la lumière et puis qui ont du coup une vibration pas très cool. Donc ouais, il faut éviter de jouer à ça. Donc ouais, en fait, la planche de Ouija, ça va plus réveiller parce que de toute manière, ça on le sait, il y a des bons et des mauvais esprits. Et là, ça va plus réveiller les mauvais esprits, c'est ça? Ça dépend, mais en fait, c'est pas tant que... En fait, pareil, encore une fois, c'est pas binaire, bon, mauvais esprit, c'est vraiment, par exemple, il peut y avoir des personnes qui sont décédées tragiquement dans une maison. Okay. Donc, de mort soudaine issus de criminalité, et en fait du coup ils n'ont pas conscience qu'ils sont réellement décédés, donc ils sont attachés au lieu en fait, d'où ces fameuses maisons hantées aussi. C'est pour ça qu'on fait venir un passeur d'âme pour ramener du coup ces êtres vers la lumière. D'accord, parce qu'en fait, voilà, c'est ça. Comme on voit aussi dans les films d'horreur avec ces maisons hantées, c'est ces personnes-là, comme tu dis, qui sont la plupart du temps décédées, qui s'en rendent pas compte, donc de criminalité, etc. Donc c'est plus ces personnes-là, du coup, avec qui on est en contact avec la planche de Ouija. Ça peut. Il y a différentes. Franchement, il y a différentes options. Après, il y a des personnes, oui, qui n'ont pas envie, qui sont vraiment rattachées à leur lieu, qui n'ont pas envie de passer, mais en fait, il y a différents... Là, on va vraiment sur un autre champ, mais même dans le monde, on va dire, des défunts, de l'au-delà, enfin, il y a différents étages de vibration. D'accord. Donc, ce qu'on appelle l'enfer ou le paradis, c'est qu'en fait, le paradis, c'est que tu t'es élevé dans ta vibration, tu as accueilli, quand tu décèdes, par ton ange ou par des personnes que tu as connues sur Terre ou des personnes de ta famille. Et puis, tu as des personnes qui sont bloquées, en fait, parce que, tu sais, tu revis... Alors là, je vais faire flipper les gens, mais... avec mon masque sur la tête. Je suis déjà en train de me faire caca dessus. Mais tu revis les épreuves que tu as vécues sur Terre, mais surtout celles que tu as commises aux autres. Ok, d'accord. Donc, ouais. Vraiment. Okay, donc, voilà, tu peux être... Il y a aussi les personnes qui se sont suicidées. C'est pour ça que le suicide est vraiment interdit aussi dans les religions, mais ce sont des âmes qui sont aussi bloquées dans un entre-deux. Donc Robert Monroe, si ça vous intéresse, Robert Monroe, il a été embauché par la NASA durant la guerre froide. Il a fait des sorties de corps. Il a fait énormément de recherches là-dessus, des livres, des bouquins. Donc allez voir, il y a différents étages vibratoires quand on décède. D'accord. Et donc là, moi, je le vois un petit peu comme ces esprits sont un petit peu peut-être frustrés de leur... du passé, quoi. Comme tu dis qu'ils sont morts, ils l'ont pas senti ou ils le refusent. Ils refusent, et donc du coup c'est pour ça que les planches de Ouija, c'est à éviter. Ne jouez pas à ce jeu dangereux. Allez plutôt faire du foot ou c'est ça, mais d'un point de vue général, des partous. Même avec protégez-vous, c'est très important. D'un côté comme de l'autre, hein. Mais juste non, on joue pas
On joue pas avec le monde de l'invisible quand on n'est pas câblé et quand c'est pas sa mission. Ok, bon bah déjà c'est un bon point ça aussi. Voilà. Et donc du coup, j'ai une autre question, donc c'est un petit peu plus astro. Quel est l'élément, parce que tu sais qu'il y a des éléments dans l'astrologie, Oui. Quel est l'élément du signe astro Cancer? C'est l'eau? Ouais, c'est l'eau. Tu vois, là, c'était une petite... c'était un truc facile, tu vois. Tu barbotes, mon petit Cancer. Et dernière question, parce que j'ai encore des petits ingrédients à mettre dans mon petit cocktail. Moi, j'ai envie je sais. j'ai envie que tu perdes aussi, tu vois. Là, du coup, c'est une question... qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Parce que là, du coup, là, c'était des petites questions, on va dire, plus dans ce domaine. Mais moi, j'ai envie de te trouver une question que tu vas pas trouver. Comme ça, je vais te mettre un nouvel ingrédient dans mon... Qui est le... Tu sais, on parlait d'abondance financière. Qui est l'homme le plus riche du monde? Elon Musk. Eh ben, non, c'est pas Elon Musk. Ah ouais? Non, c'est celui qui... d'ailleurs, j'ai zappé son blaze. C'est le directeur de LVMH, Bernard Arnault. Il est devant Il est devant Elon Musk, il me semble. Hein. T'es sûr de Attends, toi? alors là, je vais vérifier. Vérifie, s'il te plaît. Je vais vérifier, mais il me semble bien que... Vérifie-moi cette source. Il me semble que Parce qu'il y en a un qui fait la conquête de Mars et il a moins de fric que... Ça se passe, je dis de la merde, c'est moi qui vais devoir avoir le sirop. Ouais. Alors, qui est l'homme le plus riche? L'homme le plus riche du monde. Et ben, c'est ni l'un ni l'autre. Mais vu que alors c'est Jeff Bezos. C'est Jeff Bezos qui... et là, ça date du 4 février 2025. Donc, Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde. Donc, tu peux mettre ton ingrédient. Mais du coup, je vais mettre mon ingrédient. Mais du coup, je reste quand même fidèle. Et je pense que du coup, je vais boire un petit... je goûterai mon sirop. Parce que j'ai perdu aussi. Je me suis trompé. Et là, maintenant, tu vas pas... Je suis bon joueur, voilà. Et là, maintenant, tu vas pas enlever ton bandeau. Et tu vas me goûter ce fameux sirop de ton podcast. Donc là, j'inaugure mon cocktail que vous allez bientôt voir dans les beach clubs à Ibiza et partout dans le monde à Bali. Donc tu inaugures ce... En plus, c'est très joli. Hein. Franchement, comment il s'appelle ce cocktail? Il faut lui trouver un nom. Alors, ça sera sirop de ton podcast. Allez, sirop de ton podcast, ça sera le nom. En plus, tu verras la couleur est très jolie. Donc, je te laisse boire un petit... Je sais pas où c'est. Hop, il est là. Donne ton autre main. Hop. Voilà, donc là je te laisse boire et me dire régale-toi, éveille tes papilles. Tes papilles, là on n'est plus dans la spiritualité, mais dans le physique. Il y a du tabasco? Je te laisse goûter. Est-ce que tu penses qu'il va faire un carton ce cocktail? Est-ce que je peux le mettre à 30 € le cocktail? Allez mon chaton, écoute, ça manque un peu d'alcool, non? Ah, tu veux un petit peu plus d'alcool? Bah tu vois, j'aurais pu en ramener. L'abus d'alcool est très mauvais voilà, pour la santé. J'aurais pu en ramener, mais je me suis dit... Là, c'est un mocktail. Du coup, on sera sur un mocktail aujourd'hui. Il y a du sel. Alors, il y a du sel. Ouais. Est-ce que tu pourrais trouver l'ingrédient? Alors... Il y a une sorte d'épice. Mais en fait, les gars, de base, elle était censée être dégoûtée de mon cocktail. Mais je vois qu'elle se la régale, elle est là. Elle fait Rémi dans Ratatouille, elle est en train de déguster. Vas-y, régale-toi, ma biche, bois-le. Je vois, elle kiffe. Ah oui, c'est dommage, hein, tu pensais que j'allais grimacer. Est-ce que du coup, tu pourrais me dire ce qu'il y a dedans? Alors, après, ça peut être compliqué aussi. Hein, en fait, il y a une sorte de... Tu sais, d'acidité, je sais pas si c'est du tabasco ou du... Ça me fait penser au cornichon, mais... Ça pique, hein. Le nez, je sais pas ce que c'est. Tu trouves pas? Non, mais
Le petit goût salé, j'aime bien par contre. Ah, non, mais je vous le dis, les gars, je suis bretonne. elle se la régale. Bah écoute, tu sais quoi, je vais faire des cocktails rien que pour toi. Ouais. Avec un plaisir. Un petit peu de rhum, tu vois. Un petit peu de... Ah oui, ouais, c'est vrai que tu m'avais dit que tu aimais bien le rhum. Bah, je te laisse découvrir les petits ingrédients que j'ai mis dans ce fameux cocktail. Je te laisse enlever ton petit bandeau. C'est pas sorcier, je t'ai mis de la sauce teriyaki, hein, parce qu'on est à Bali, donc voilà, c'est pour manger avec la food indonésienne. Du ketchup, voilà, mais voilà, c'est ça, tu vois, mais c'est des trucs un peu transformés aussi, c'est des produits. Du coca. Et du coca qui avait ce petit goût, tu vois, genre acide. Donc bah écoute, tu te la régales. Je pourrais te faire là c'est le mocktail, je pourrais faire avec du rhum le cocktail. Bah tu sais quoi, ça sera le sirote ton podcast. Voilà, sirote ton podcast, abondance, abondance, Nico. Bon en tout cas, merci à vous les amis, mes petits chatons. Miaou. Ça c'est le petit mot de fin parce que les gens ils aiment bien qu'on les caresse comme des petits chatons. Alors on dit bonjour, on dit bonsoir vu qu'on a commencé. Bonne nuit. Mais merci à tous d'avoir suivi notre petit épisode. J'espère que ça vous a fait aussi une petite éveil spirituel. C'est ça, et sans est-ce prétention. Que voilà, ouvrir un petit peu votre conscience spirituelle. Et est-ce que tu auras un dernier mot à faire partager, une petite pensée Bah déjà, merci Nico pour avec ce plaisir, moment. avec Après, plaisir, c'est vraiment un exercice qui est assez difficile pour moi. Donc, si jamais ça vous plaît, merci beaucoup pour votre ouverture, votre gentillesse. C'est très important. C'est important la bienveillance dans ce monde rempli de guerre et de cruauté. C'est ça, de méchanceté, de critique. Donc, merci pour votre bienveillance. Et puis, en tout cas, voilà, au plaisir de se reconnecter sur les réseaux. Avec plaisir, avec plaisir. Puis nous, on va se reconnecter aussi à Bali, autour d'un verre. C'est ça. À la vie et à l'amour. À la vie et à l'amour. Voilà, moi je pense que le dernier mot de fin pour ce joli épisode qui était vraiment, vraiment profond, que j'ai vraiment adoré. À la vie, à l'amour. Bisous. À la vie, à l'amour. J'ai goûté un petit goût. Ouais, t'as vu, c'est pas... Moi, je suis pas fan.